Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS, le meilleur podcast Euroleague. On est de retour avec cette gecko apparemment pour une nouvelle semaine, double journée cette fois-ci d'Euroleague. C'était pas facile parce que comme les clubs français jouaient des équipes nulles, la plupart des matchs étaient bien, tu vois, des autres matchs. Donc on a dû regarder pas mal de matchs. C'était chargé, mais on a assumé. Ah, chargé. Non, je suis grave excité. J'étais trop excité, gros. C'est bien passé ton week-end ? 10, 12, 14 bureaux. Ouais, ça s'est bien passé le week-end. Vous avez gagné ? Bien sûr. Ouais. Dans body. T'as lavé ? Un lavage. Toi, tu t'es assis sur la place du ciné. Lavage, repassage, tout. Clean. Nous parlerons pas de cet événement. Faut laisser ça de côté. Est-ce que tu veux dire un mot à ton coach si Pas jamais du il tout. regarde ? Pas du tout. Je n'ai rien à dire à mon coach. Il sait déjà tout ce que j'ai à lui dire. Et toi, où tiens ? Moi, maintenant que j'arrive à faire des passes derrière la tête, mais il le sait déjà. Hein. Hugo, tu Je me vais régales. envoyer des passes. Tu me régales, Hugo. Continue de le menacer, s'il te plaît. De toute façon, gros, là j'ai 34 piges. Comme je t'ai dit, il faut que je devienne un meneur-passeur, meneur-gestionnaire. Donc forcément, je rate des trucs, mais c'est en tentant qu'on réussit. Mais Voilà. et en plus, en vrai, j'ai vu la passe. Elle est pas si cata que ça. Non, la lecture est hyper lecture est bonne, c'est bonne. juste que je la fais un peu derrière. Voilà. Un peu derrière. Mais c'est Mais- comme si j'avais fait une passe ratée normale. Ouais. Mais c'est juste que comme voilà, bref, on s'en va les couilles. 10, 12, 14 bureaux. Revenons sur l'Euroleague. 10, 12, 14 Tu vois, c'est pour ça bureaux. qu'on fait 300 vues, gros. 10, 12, 14 bureaux. On a fait 14 330 bureaux. vues, dernier truc. Pire truc. Donc s'il te plaît, viens, on se concentre. Mais concentre-toi. Voilà. Donc, au sommaire, pour aujourd'hui, pour cette double journée d'Euroleague, les clubs français, Toujours. les équipes de la semaine, cette Ouais. fois-ci, quand c'est double journée, on fait pas des affiches, on fait des équipes. Les questions de la semaine. Oui. Il y a eu quelques questions sympas, j'ai vu Oui. que tu as vu des trucs pas mal. Oui. Et le 5 de la semaine, et là, Classique. il y a un 5 aussi plutôt sexy. Ça joue au basket. Ça joue au basket. On commence avec les clubs français. C'est parti pour les clubs français. On commence par la semaine du Paris Basketball qui jouait les deux mastodontes espagnols, donc le Real et le Barça à domicile et le Real à Madrid. Et Paris s'enfonce dans la crise de plus en plus avec 2 défaites sur ces 2 matchs. 2 matchs avec des physionomies totalement différentes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la semaine de Paris ? Qu'est-ce que sûr. tu as aimé ? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé ? 10, 12, 14 bureaux. 10... non, c'est bon, je suis concentré, on rigole. Non, en vrai, blague à part. Sur la semaine de Paris, on a 2 physionomies de matchs différentes. Tu l'as très justement dit. Contre le Barça, je les trouve... je les ai... Tu vois, j'arrive même pas à parler tellement le match contre le Barça, il m'a épuisé. Il m'a épuisé parce que, je sais pas, je les trouve sans énergie, sans âme. Je les trouve... Il n'y a pas de match en fait, ils se sont fait détruire. La réalité, c'est qu'ils se sont fait détruire par une paire Punter Will Clyburn qui a été monstrueux. Et on en reparlera. Mais le niveau de Clyburn sur sa saison, c'est phénoménal. Et en plus, quand il y a Brizola qui rentre et qui te fait ce qu'il te fait, En fait, Paris n'existe pas. Il y a jamais de match contre cette équipe-là. Ils essayent ils tentent des choses. Malheureusement, j'ai envie de te dire que il y a rien qui va. Donc j'ai pas grand-chose à dire sur Paris. Paris perd beaucoup de balles. Ils essayent d'installer du jeu rapide, ça ne marche pas. Peu d'adresse. Donc vraiment le match contre le Barça, moi c'est juste une déculottée et c'est simple. Le victoire finale c'est 85-69. Il n'y a jamais eu de match, à un moment il y a 30 à 17, 30 à 13, 30 à 13, voilà, donc c'est bon, le match était déjà plié. 22-16 dans le deuxième. Ils reviendront jamais en fait, donc je crois que c'est dans le dernier carton, ils font... C'est le troisième quart qui gagne où il faut 23-16 et voilà, après 17-17. dans le dernier. donc au bout d'un moment il n'y a pas eu de match, j'ai pas grand chose à dire, par contre je veux m'intéresser un peu plus sur le match avec le Real. Ouais, moi je veux juste dire, le match du Barça, j'ai regardé, c'est la première fois ça m'arrive, je me suis endormi devant le match. Ah ouais. Je me suis endormi, En gros, même je me suis temps. réveillé, c'était le 4ème carton. En fait, je crois que je suis resté appuyé sur le bouton truc. Et genre, tu sais, à la fin, il y avait les interviews, d'habitude, j'écoute pas. Et je dis, wesh. Et après, je regarde pour être sûr que Paris a pas fait une remontée. Je dis, non, c'est bon, je comprends pourquoi je me suis endormi. Je peux continuer de dormir en fait. C'est... Y avait rien. Tu l'as dit, il y avait rien pour Paris, pas d'adresse, énormément de pertes de balles, défensivement catastrophique. Après, c'est vrai que Will Clyburn et Kevin Punter mettent des tirs difficiles. Oui. Mais bon, c'est pas, tu fais encore 12 passes décisives pour 13 pertes de balles. Voilà, Paris n'a pas existé et on peut passer sur le Real et après peut-être Oui. qu'on parlera un petit peu de la semaine dans la globalité. Eh ben, tu vois, là, le match face au Real, on a un match qui est totalement différent. On a un match qui est totalement différent et une des grandes réussites de ce match-là, même si Paris va perdre ce match-là, une des grandes réussites, je trouve que c'est la profondeur de l'effectif. On a vu beaucoup de joueurs
mettre la main à la pâte pour l'équipe. J'ai vu Yacouba Ouattara faire un super match. Bah, qui manquait face au Barça, qui n'a pas joué face au Barça. Exactement. J'ai vu, bien entendu, Jaren Roden faire un excellent match face au Real. J'ai vu Lopez Cavalier faire un bon match, apporter de l'adresse à un moment T. Nadir Effi être maladroit à 3 points, mais trouver de l'adresse à 2 points. J'ai... Jérémy Morgan aussi, donc non, tu vois, ce que j'ai aimé de Paris sur ce match-là, c'est qu'ils ont été dans la combativité, ils n'ont pas laissé le Real installer leur jeu, même si on a un Real en face qui est assez fort, avec du très grand Tavares, du Campazzo qui va trouver justement son intérieur, et pour créer du jeu, face à ça aussi, on a un super duel, et notamment un super Théo Malédon, qui régale. La réalité, c'est qui régale. Moi, j'ai déjà dit, hein, c'est ce que je t'ai dit la dernière fois sur Théo Malédon. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à faire jouer ce joueur en équipe de France de la façon dont il joue avec l'ASVEL l'année dernière ou là avec le Real. Il est monstrueux, que ça soit sur du 1 contre 1. Tu passes en dessous, il te sanctionne. Dans la lecture de jeu, il a une faculté à agresser le cercle encore et encore et encore et à trouver de l'adresse au niveau avec des finitions pas évidentes. C'est un meneur qui est quand même assez grand. Donc non, franchement, Théo Malédon sur ce match-là, c'est du très 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 haut niveau. Et je trouve que le Real a cherché des solutions parce qu'à un moment ils étaient un petit peu en difficulté. Paris a retrouvé aussi des solutions. Malheureusement, et tu vas me dire ce que tu en penses, mais on en a parlé un peu la semaine dernière, quand la fin de match approche, encore une fois de plus, Paris va ne pas réussir à sécuriser son match avec quelques actions dont nous parlerons par la suite. Mais je veux toi avoir ton ressenti par rapport à Paris déjà. Alors déjà, il y a un truc dont tu n'as pas parlé, mais le poster de Jared Roden sur Walter Tavares. Franchement, cette semaine, il y a eu des trucs sales. Il y a eu des bons posters. Mais il était vraiment là, un pied, une main, il lui a bien écrasé sur la tête, c'était sale. Il n'y a pas eu de Justin Robinson aussi sur ce match-là. Et c'est vrai que quand j'ai vu l'apport d'Herrera, de Yacouba Ouattara et tout, j'ai mis 3 quarts temps à me rendre compte qu'il n'y avait pas Justin Robinson. Et Paris a laissé beaucoup de secondes chances au Real et ça a apporté beaucoup de points aussi. J'ai pas encore la stat sur ce match-là des secondes chances. Mais oui, sur la fin de match, encore une fois. Alors, j'ai pas envie de dire que ça a été mal géré parce que Paris a des bons tirs. Enfin, surtout le tir de Nadir Effi où il fait sa feinte, il fait sauter son défenseur, il est tout seul. Le problème, c'est que... Alors, ce que j'ai aimé aussi, je me suis rendu compte que Tabellini a moins fait ses changements 5 par 5, etc. Quand t'as un passage où t'as Jared Roden qui est bon, où t'as Sébastien Herrera qui est bon, où t'as Yacouba Ouattara, il les a laissés sur le terrain. On a moins vu ce truc de... Tu sais, on avait vraiment cette sensation avec Paris que dès qu'un joueur prenait feu, il allait sortir. Et là, sur ce match-là, j'ai pas retrouvé ça, donc c'était plutôt une bonne note, une note positive. Après, sur ce match-là, t'as un Nadir Effi qui passe complètement au travers, qui a 1-11 à 3 points. Oui. Herrera est en forme, Roden est en forme. Je sais que Nadir Effi, c'est le petit prince de Paris, etc. Mais là, on l'a dit, depuis les 4 premières journées, il est en train de baisser, ses pourcentages sont en train de chuter. Il est pas loin de passer, là, il fait 9% du coup à 3 points sur ce match-là. Il est en train de descendre, il est à 31% maintenant à 3 points, 45% à 2 points, donc il est toujours dans le top. Je crois qu'il est 2e meilleur scoreur d'Euroleague ou 3e. Mais voilà, l'équipe gagne pas. Et je le vois plus dans le playmaking. Alors oui, certes, il a été plus proche du cercle. Il a été chercher des petits tirs à mi-distance. Il va snaker les pick and roll. Il va utiliser les Gortat screen de ses grands pour aller mettre des lay-ups, etc. Mais je le vois plus à la création. Je le vois moins à la création. Et le problème, c'est que quand t'as pas Justin Robinson, qui est pas non plus le plus grand meneur créateur, mais qui va créer? Yacouba Ouattara, il est là pour créer pour lui. Jared Roden, c'est pareil. Lamar Stevens, et en fait, t'avais personne qui crée des décalages pour les autres. Alors, comme ils ont eu quand même un peu d'adresse, et ben forcément, le nombre de passes décisives est un peu plus élevé. Ils sont à 18 passes décisives pour encore 12 pertes de balles. Mais dans le jeu, quand tu regardes le jeu, il y a très peu de mouvements de ballon. T'as pas un créateur qui va, sur pick and roll, trouver les grands ou créer des décalages, etc. Après, c'est le jeu de Paris, on le sait, mais après, on va revenir un peu sur la semaine de manière globale et aussi sur leur saison. Mais malheureusement, ça permet pas de gagner des matches. Oh, je suis surtout d'accord. contre une équipe du Real comme celle-là. Je suis d'accord avec toi et tu vois, je vais être peut-être un peu plus dur. Moi, je lui impute la défaite. Hein. Pour moi, la défaite, elle est pour lui. Hein. Elle est pour lui. Les tirs ratés au basket, c'est une chose. Ça fait partie du sport. On rate, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais par contre, sur la sélection des tirs, tu vois, il fait 1-11. À un moment, tu vas trouver de l'adresse à 2 points. Je l'ai trouvé parfois forcer des tirs à 3 points qui sont pas nécessaires, où tu peux aller
où tu peux aller percuter et jouer ton défenseur, sachant que tu as l'avantage. Donc parfois ça m'a un peu frustré. On sait qu'il a une qualité de 1 contre 1, donc il aurait pu aller chercher un peu plus à l'intérieur. Et les dernières actions du match où Campazzo va lui voler la balle sur un tir. Pour moi, ce tir il est forcé en fait. Il est forcé. Après là t'es à -4. Là je lui en veux pas. Non, je l'en veux T'es à pas. -4, Malédon il a mis le panier de la gagne, Oui. enfin entre guillemets. Faut que tu tires. Bon. Oui, je lui en veux pas. Je lui en veux pas. Je lui en veux pas du tout. Je dis qu'il y a eu un enchaînement de tirs, de tirs à la fin et tu les mets pas. 2 dévals hein, sur le match quand même. Parce que vraiment, là, je lui impute la défaite. C'est rare que je dise ça, mais pour moi, c'est une grande partie sa responsabilité. En tant que leader de cette équipe, en tant que arme numéro 1 offensive de cette équipe-là, et tu l'as très justement dit, j'aurais aimé qu'il soit plus dans la percussion à 2 points encore et dans le playmaking. Ce qui a cruellement manqué. Quand de l'autre côté, tu vois que Théo Malédon joue pour lui, fait jouer. Quand tu vois que tous les joueurs qui rentrent, et on n'en a pas parlé, par exemple, Okeke, il rentre, il fait une entrée, il est d'une propreté extrême. Là, sur les derniers matchs, il est vraiment bon. Il est d'une Okeke. propreté extrême. Rien à dire là-dessus. Très nice. Trey Lyles qui a eu un passage un peu compliqué sur la première mi-temps. Deuxième mi-temps, il arrive, il envoie 2 banderies pour permettre au Real... 14 points, 6 rebonds, 6 passes, 21 dévals. Tu vois, donc le playmaking, ça passe oui par les autres joueurs, mais ça passe aussi par Nadir. Et là, on aurait eu besoin qu'il en fasse un peu plus, surtout à ce niveau-là. 23 passes décisives pour le Real, seulement 11 pertes de balles, 15 rebonds offensifs. Voilà. Moi, maintenant, si on peut aller sur la semaine Ouais. et aussi sur la saison. Ouais, tes souhaits. Merci. Aujourd'hui, le problème, c'est que Paris, en début de saison, gagnait des matchs grâce à son intensité défensive. Oui. Aujourd'hui, Paris est la pire défense au nombre de points encaissés. C'est le 4e pire defensive rating, donc on sait qu'il joue avec un gros pace, donc ça peut expliquer qu'il y ait beaucoup de points, etc. C'est ok la 2e attaque au nombre de points marqués, juste derrière Monaco, mais voilà, si tu encaisses plus que tu gagnes, et là on le voit, ils perdent 95 à 90, donc oui, ils ont eu de l'adresse, enfin ils ont réussi à scorer, mais les équipes adverses arrivent à les outscorer. Contre le Barça, et là c'est catastrophique, tu mets que 69 points, donc même si t'en prends que 85 entre guillemets, bah tu te prends quand même une tôle. Et il y a un truc qui est pour moi inquiétant pour cette équipe, c'est que, offensivement, le Barça ils se sont trouvés ok, mais sur les 4 derniers matchs, ils font pas des mauvais matchs. Ils sont à 42% à 3 points sur les 4 derniers matchs, ce qui est excellent. Ils gagnent pas un match. Et alors oui, le Real, t'es pas loin. Kaunas, t'es pas loin. C'est quoi les autres matchs avant ? Ils ont gagné Valence. Ouais, mais ça, c'était un moment déjà. Attends, je vais te retrouver le truc. Mais en tout cas, tac. En tout cas, pendant que tu cherches, Et après, c'est Monaco. Et Monaco, ils se prennent une tollée. Ils se prennent une tollée. Donc en fait, tu vois, t'es dans les matchs sur Kaunas. Kaunas, c'est ce que j'avais dit quand on avait regardé le calendrier. C'était le match qu'il fallait prendre. Parce que Real, Barça, etc., ça allait être chaud et tout. T'as été dans le match, mais derrière, t'as Sylvain Francisco qui a mis des gros tirs à la fin, et Toubelis qui a mis aussi le game winner. Mauvaise gestion de fin de match, t'as quand même une bonne adresse. Le Monaco et le Barça, t'es même pas dans le match. Et là, le Real, t'es dans le match parce que t'as un peu plus d'adresse, parce qu'offensivement, t'arrives à mettre 90 points. Mais voilà, tu perds quand même. Et je trouve que c'est inquiétant parce que... Enfin, c'est inquiétant. Après, voilà, Paris, ils ont l'effectif qu'ils ont. Mais... Non, mais c'est ça, mais je veux dire, il faut qu'ils retrouvent, s'ils veulent être dans les matchs, gêner un peu plus, il faut qu'ils retrouvent cette identité défensive. Mais c'est 2 questions. Là, ce que tu dis, ça m'intéresse beaucoup. Première question, qu'est-ce qu'on attend du Paris Basket cette année ? Pas qu'il soit 19ème. Je suis d'accord avec toi, pas qu'il soit 19ème, mais la réalité, c'est que je les attends pas à ce qu'il soit 12ème. Voilà, très honnêtement. Donc, que tu sois 19 ou 17, finalement, j'ai envie de te dire, voilà, ça change pas grand-chose. Et deuxième point, les limites de ton effectif. Aujourd'hui, ton effectif, il est limité de par ton budget et de par ce qui se fait en Euroleague. Mais en même temps, à juste titre, on a vécu une période idyllique pendant quelques saisons, parce qu'il y a un noyau de joueurs qui se connaissaient depuis assez longtemps, et dans ce noyau de joueurs, tu avais un joyau. Tu avais un joyau, donc forcément, ça cachait un petit peu les errements qu'il y a cette année. Bah oui, cette année, l'effectif, il est différent. Tu as des joueurs
plus anciens, des joueurs un peu plus nouveaux. Il y en a qui ont démarré tard aussi. Les Lamar Stevens, les Jared Roden sont arrivés sur le tard. Donc aujourd'hui, oui, tu as des limites dans ton effectif. Quand là, tu n'as pas Justin Robinson qui n'est pas là, et du coup, tu n'as que Nadir Effi sur de la création et du playmaking, et que lui n'en fait pas plus que ça, bah ouais, t'es en difficulté. Ouais, mais tu vois, pour moi, ça aurait rien changé parce que Justin Robinson, il serait pas arrivé en mode intensité défensive. Tu mets 90 points à Madrid, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que défensivement, tu ne retrouves pas cette intensité défensive. T'étais une top équipe défensive. Mais c'est pas les mêmes joueurs. Hein ? C'est pas les mêmes joueurs. Je te parle de début de saison, c'est les mêmes joueurs. Oui, t'as juste rajouté Jared Roden et Lamar Stevens qui, normalement, sont censés être des bons défenseurs. Ouais, mais après, tu sais moi, il y a un autre problème, je trouve, sur cette équipe-là, mais ça, pareil, on en revient au budget, etc. C'est que quand Moufai a des problèmes de faute ou sort, les équipes adverses se régalent parce qu'en fait, t'as pas de dissuasion. Et Doc aussi est vaillant, il fait un super match contre Barcelone, mais voilà, il est quand même sous-dimensionné. C'est plus un poste 4 qu'un poste 5. Il joue poste 5. T'as pas Derek Willis qui te manque aussi, même si c'est pas un gros contraire. Charvin et Bako ne jouent pas. Sinon c'est Léopold Cavalière qui est pareil, c'est un poste 4 voire un 3, mais c'est pas un poste 5, donc en fait t'as pas de dissuasion. Et on voit avec les fesses qu'avoir un poste 5 qui dissuade, ça change une équipe. Ça peut aider. Et Mohamed Faye, il fait une bonne saison, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de backup. Et je pense, j'aimerais bien aller le chercher, je vais voir si je vais réussir à trouver son plus-minus, mais je pense qu'il est vraiment important pour cette équipe de Paris, quoi. Ouais, mais en fait, tu viens d'exposer toutes les problématiques aujourd'hui de Paris. Moi, il y a un premier point aussi que je souhaiterais aborder, notamment sur le début de saison. On sait très bien que le début de saison, les équipes ne sont pas toutes en place. Donc forcément, on voyait Paris faire des rotations défensives, presser haut, faire du tout-terrain. Mais ça te coûte de l'énergie, forcément. Donc ça demande une condition physique ultra avancée, dans un premier temps. Et donc forcément, en début de saison, bah oui, t'as un peu plus de fraîcheur par rapport à certaines équipes, donc ça se voit un peu plus. Mais une fois que les équipes maintenant commencent à te connaître, à te scouter et que tu avances dans la saison, parce que tu joues tous les 3 jours, bah ouais, t'as plus de difficultés. Et que j'ai envie de te dire, le niveau et le talent réel de chaque équipe revient tout simplement sur le devant de la scène. C'est aussi ça la réalité. Deuxième point, la réalité de l'effectif, aujourd'hui, elle est là. Il y a une vraie réalité sur l'effectif. Il est court, l'effectif. À l'intérieur, tu l'as très justement dit. Au playmaking, on en a parlé aussi. Donc, est-ce que je suis surpris de l'enchaînement des défaites ? Ben non, en fait. Quand tu vois les équipes qui sont face auxquelles, ils jouent. Ah bah oui, mais le calendrier, on l'avait dit. Exactement. Je suis pas surpris. Tu t'es mangé Real, tu t'es mangé Barça, tu t'es mangé Kaunas. On parle de top équipe. Quand on voit ce que le Barça propose en ce moment, bah ouais, est-ce qu'on est surpris ? Non. Le Real, ce qu'il propose en ce moment, on est surpris ? Non. Kaunas, ils ont un des meilleurs joueurs d'Euroleague. Toujours pas le meilleur. Mais ils ont un des meilleurs joueurs d'Euroleague. T'es surpris du jeu qu'ils proposent ? Bah non. Ils gagnent Valence, mais même contre Valence, ils ont eu chaud aux fesses. Après, ils auraient pu le perdre aussi, celui-ci. Face à Monaco, ils se font détruire, parce que Monaco est largement en avance. Ils ne savaient pas la même qualité d'effectif. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que Paris a un effectif, et ça me fait mal au cœur de le dire comme ça, hein, mais qui est limité, et donc ils sont à la place qui est la leur aujourd'hui. Alors ça veut pas dire qu'on doit abandonner la saison, mais ils sont à la place qui est la leur aujourd'hui. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, quand tu dis ils sont à la place qui est la leur. Bon, il y a le Bayern. Ils sont 18ème au Zen. Ouais, mais regarde Baskonia, regarde. Mais Baskonia, ils ont des plus forts joueurs que Paris. Bah moi je trouve pas, c'est juste que en ce moment ils jouent mieux, donc forcément quand tu vois des joueurs performer, par exemple là tu regardes le match de Baskonia, c'était contre le Barça. Oui. Oui, sur ce match-là, tu dis ouais, Baskonia, c'est non, beau, mais ça. sors de Après, ça. il y a des matchs, ils ont été dramatiques, Oui. comme le Maccabi, comme Bologne, etc. Sur certains matchs. Mais Bologne, regarde l'effectif de Bologne. Aujourd'hui, Bologne, ils sont à 8-9. Et ils étaient à un tiers de battre l'étoile rouge. Regarde l'effectif de Bologne. Je te jure que l'effectif de Bologne. Moi, la fois que je l'ai regardé, ça m'a surpris. Bah, t'as qui dans l'effectif de Bologne qui est impressionnant, Bah, qui est expérimenté en Euroleague? Il y a Payola, hein. Payola, il joue cette saison. Arrête, gros. Mais regarde, mais non, je te parle Mais sérieux. Payola, d'accord, mais Payola, c'est un meneur, bon défenseur qui est capable de créer du jeu. T'as Vildoza, t'as Carson Edwards, etc. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas beaucoup plus fort que en termes d'expérience. C'est un joueur, même si c'est pas le même poste. Non, mais je veux dire, c'est un joueur qui est au même
de même calibre qu'un par exemple un Derek Willis. Oui, C'est un joueur de rôle dans une équipe de bas de tableau. Mais c'est un sport collectif. C'est pas juste une question. Il y a la philosophie de jeu, il y a ce que tu installes. Et c'est ce que je dis. Ah, bah mais donc. tu dis, c'est la réalité de leur effectif. Bah oui. La réalité de leur effectif, ça veut dire que tu regardes le papier et tu dis, ah ok, ils sont 19e. Pour moi, quand je vois ce que fait 18, Bologne, ouais. ils sont 19 là. Ah non, ils sont 18, pardon, c'est le Bayern qui est 19. Quand je regarde l'effectif de Bologne, ils sont à 8-9. Je dis pas que Paris doit être à 8-9. Là, aujourd'hui, ils sont à 5-12. Mais alors, selon toi, ils doivent être tout Paris. Parce que moi, ça Eh ben, m'intéresse. ils doivent être au moins à 7 victoires. 7 victoires. Tu perds des matchs. Il y a des matchs que tu laisses passer. Le match contre la Poelle à la maison où tu fais des fautes bêtes. Et encore une fois, on en a déjà parlé la semaine dernière, on va pas répéter, mais les gestions de fin de match, tu perds au moins 5 matchs sur le Money Time. Alors que tu en perds sur le Money Time, ça va pas toujours tomber de ton côté, mais des fois ça peut tomber de ton côté. Ben et avec non. Paris, à part à Valence, c'est jamais tombé de ton côté. Parce que oui, mais le basket, il est dur. Au bout d'un moment, le basket, il est dur. C'est-à-dire que ça tombe de ton côté quand tu as les armes et tu mets les ingrédients nécessaires pour que ça puisse tomber de ton côté. Aujourd'hui, la réalité, c'est que ça tombe pas du côté de Paris parce qu'ils n'ont pas les armes et qu'ils n'ont pas les ingrédients pour que ça puisse tomber de leur côté. C'est ça la réalité aussi au bout d'un moment. Le basket, c'est pas juste bon, faut que ça tombe pour nous. Faut aller chercher les victoires. Le Bayern va chercher des victoires. Et ils sont en difficulté. Mais ils vont chercher des victoires. L'Asvel va chercher des victoires. Mais ils sont en difficulté aussi. L'effectif, il est cata de Bologne, frère. Bah, Il y a rien. Aujourd'hui, bah ouais, il est cata. Aujourd'hui, ils sont à 8-9. Ouais, bah oui. Ça montre bien que Carson Edwards, ça joue. Payola, ça joue. Vildoza, ça joue. Les mecs, ils jouent au bout d'un moment. Mais je suis d'accord. Bah Mais donc- Carson Edwards, tu peux le mettre au même niveau qu'un Nadir Effi. Ouais. Top scorer, etc. Ouais. Sauf que lui, et en plus, on a plusieurs fois fait le parallèle que Carson Edwards avait progressé sur son playmaking, sa sélection de tir, etc. Et qu'il fallait que Nadir Effi s'inspire de ça parce que par rapport à même quand il était au Fener, Carson Edwards, et même sa première saison au Bayern, par rapport à sa dernière saison, où là il était beaucoup plus juste et beaucoup plus fort, il avait progressé dans ça. Nadir Effi reste un très jeune joueur, il a quoi, Bien sûr. 22, 23 ans là, il est encore très jeune, il va progresser. Mais donc voilà, c'est à peu près du même niveau. Vildoza, Justin Robinson, c'est à peu près pareil, je trouve, même si Vildoza a plus d'expérience Euroleague, mais voilà. Et après, c'est faible, tu vois. Après, t'as des pivots, t'as Mohamed Diouf qui est à peu près. Qui est un peu meilleur offensivement, je trouve, que Boufaï, mais ça reste à peu près du même calibre. Et voilà, t'as des mecs, c'est Liu Niang, Smile Agic qui fait toutes les équipes d'Euroleague parce qu'il n'arrive pas à trouver sa place, Derrick Alston qui, certes, est un très fort shooter à 3 points, c'est le meilleur pourcentage à 3 points de l'Euroleague, mais voilà, à Paris aussi, t'as des shooters à 3 points. L'effectif me fait pas rêver. Et Tu vois, je ça- me dis pas, ah ouais, ils ont 3 top joueurs en plus. Tu vois, par exemple, le Partizan, quand je regarde l'effectif sur le papier du Partizan, je me dis, ah ouais, si c'était à 8-9 le Partizan, je me dis, ok. Que le partisan soit aussi bas, c'est ça qui est scandaleux. Ah, mais ça, je suis d'accord. Voilà. Le Partizan, c'est mais scandaleux. que Paris soit 18ème, c'est pas un scandale. En fait, c'est-à-dire, pour moi, je suis désolé, ça me fait mal au cœur de le dire, mais qu'il soit 18ème aujourd'hui dans l'Euroleague telle qu'elle est, c'est pas un scandale. Je suis désolé. Bologne, c'est meilleur. Comment ça s'appelle ? Le Partizan, c'est meilleur. Et alors qu'ils puent le caca, la réalité, avec l'effectif qu'ils ont, c'est honteux là où ils sont. Mais bref, je vais pas leur tirer dessus cette semaine, ils sont déjà assez catastrophiques en fait, que ça. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est juste que moi, en tant que Même le supporter Maccabi, c'est plus fort. en tant que supporter de Paris, je veux pas aussi non plus, tu vois, être le mec qui détruit l'équipe Mais je veux pas les détruire. et qui, quand ça marche, dit ah ouais, ils sont forts. c'est ça. Mais Ozan, Et on les détruit Et pas. comme on a été surpris les saisons précédentes, Mais oui, mais on les détruit pas. j'avais de l'espoir. Tu vois, je me suis dit, ah, c'est un style de jeu. En plus, ils ont commencé la saison plutôt pas mal. Toi, t'es un On avait optimiste. vu une évolution de Nadir Effi. Bah oui, bah forcément, c'est l'équipe que je supporte. Et donc, j'en attendais plus. Et donc, je suis un peu déçu. Mais c'est vrai qu'avec T'attendais le recul, partisan aussi. ouais, le Partizan, j'ai le Donc- droit d'être déçu. quand Donc, même. mais c'est ce que Les fesses aussi, j'ai le droit Mais en d'être fait, déçu. on n'est pas en train de les détruire. Tu vois, moi, je suis pas en train de dire, ouais, c'est de la merde, ils sont nuls. C'est pas ça qu'on dit. On est en train de juste de dire que aujourd'hui, ils ont des réalités, ils ont des limites qui sont réelles. Que ce soit en termes d'effectifs, en termes de budget et en termes de philosophie de jeu. Ils ont des limites qui sont réelles. Forcément, ces limites, dans une Euroleague qui est ultra relevée, à 20 équipes, bah ouais, tu as des difficultés. Ils ont le pire bilan sur les 10 derniers matchs, hein, 1-9. Et donc, plus tu couples à ça le calendrier, bah ouais, t'es à ta place. Peut-être que dans... Oui, la semaine prochaine, tu joues Lasvel, donc tu peux te relancer. Bah, sans Nando, Oh, mais Thomas même- Hurtel. oui, on va en parler. Mais, je veux dire, c'est prenable, quoi. Lasvel, ils ont battu des équipes. Très bien. Transition toute faite. Allez, let's go. Passons sur Lasvel. Allez. Lasvel, cette semaine, qui du coup jouait contre Bayern. le Bayern et Ouais. contre... L'autre, j'ai plus en tête. L'Olympiakos. Oui, L'Olympiakos. oui, j'ai vu le match, ils se sont fait détruire. Ouais,
J'ai regardé 2 cartons. Vraiment. Mais parle du Bayern, tiens. Le match contre le Bayern. Ouais. Donc, le Bayern qui est une équipe aussi qui est en grand struggle. D'ailleurs, le Bayern qui s'est séparé, enfin, qui sont séparés d'un commun accord avec Gordon Herbert. Ah ouais? Ouais. Ouais. C'est pas vrai. Si, il a dit ça marche pas, je kill et tout. Ils sont sur 8 défaites d'affilée quand même. Oui. Purée, incroyable. Je trouve ça dommage parce que déjà l'effectif qui lui a été donné est pas fou. Il avait déjà fait une très bonne saison l'année dernière avec un effectif qui était pas non plus exceptionnel. Isaiah Mike. Non mais d'accord, mais je veux dire, il y a eu beaucoup de blessés. Ton meilleur joueur qui était censé être Okas Kobaitis est blessé pour la moitié de la saison. Lucic et tout. Hein, Lucic, il a fait que tomber contre Monaco. Et contre Monaco, il a fait que faire des tirs à 3 points et tomber. Bref, on n'est pas là pour parler spécifiquement du Bayern. Mais voilà, t'as Wenyen Gabriel qui est in and out, qui fait pas tous les matchs. T'as McCormack qui fait pas tous les matchs. Ouais, mais Dinwiddie, il est pas mal depuis qu'il est arrivé. Mais je veux dire... Ah, c'est dur le Bayern. C'est dur contre le Bayern. Et pareil, Paris perd contre le Bayern, tu vois, pour revenir sur Paris. Mais bref, du coup, le match de l'Asvel face au Bayern Munich, c'était donc à Villeurbanne. Nando De Colo qui passe la barrière des 5000 points. Ouais. Deuxième joueur à le faire après Mike James. Et LeBron James aussi. Très drôle ça. Ouais, pas mal, hein. J'ai écrit des blagues. Venez voir mon one man show. Bref, du coup sur ce match-là face au Bayern, c'était 2 équipes de bas de classement. C'était un match qui était prenable. Et l'Asvel a montré un beau visage. L'Asvel a montré un beau visage avec un Nando et un Thomas Hurtel surtout bien en jambes. Et ça se voit qu'il va mieux dans son corps. Physiquement, on le sentait un peu rouillé quand il revenait, mais à juste titre. Là, ça se voit qu'il va beaucoup mieux. Ce que j'ai aimé sur ce match-là, c'est que hormis le premier quart-temps, ouais c'est ça, l'Asvel est toujours devant. Le premier quart-temps, ils finissent à 22-15 pour le Bayern. Sinon, sur tous les autres quart-temps, l'Asvel est devant. À la mi-temps, ils sont à 42-38. Ils ont mis un run à 11-2. Parce que t'as Glyn Watson qui va mettre des tirs qui font du bien. Dinwiddie qui a été sur alternance, j'ai envie de dire. Mais tu vois, dans le troisième quart-temps, Tom Hurtel, il va mettre 6 points de suite encore une fois. Je trouve qu'il fait une très très grosse deuxième mi-temps. Et notamment, il va mettre le gros tir à la fin pour gagner le match, ce game winner. Donc non, je suis très content. Penser un peu à moi. Hugo, va le faire asseoir à côté de toi, parce qu'il a dit des conneries dans mes oreilles. Mais du coup, non, il fait un très très gros match, Tom Hurtel. De mémoire, je crois qu'il joue... Il fait 15 points de rebond. 4 minutes, 23, 22 Il joue 23 minutes. 23 minutes. Donc il fait 15 rebonds, t'as dit 15 points. Ouais, 15 rebonds, ouais. Oui, 15 points plutôt. Ouais. 15 points de rebonds, de passes. Voilà. Donc, dont le tir pour gagner le match. Non, franchement, je suis content. Je suis content pour l'Asvel parce que ils jouent bien. La semaine dernière, ils ont pas trop mal joué aussi, mais il leur manquait des victoires. Donc celle-ci, elle va leur faire du bien. Donc vraiment le Glyn Watson et Thomas Hurtel, bravo à vous. Ils gagnent de 2 points. Ils gagnent 76-74. Ouais. Il est fort quand même, ce garçon. Tu parles de qui? Thomas Hurtel. Thomas Hurtel est fort. Parce que, oui, on sait déjà, mais le 1 contre 1 face à Johannes Voigtman pour mettre le tir là. Sachant qu'il crée pas un écart de ouf. Exactement. Après, il va sur son spot, il prend son tir, etc. Mais... il est à l'aise et tout. Hein. Mais non, franchement, bravo monsieur. Non, mais oui, je suis d'accord avec ce que tu as dit sur Thomas Hurtel. Je trouve que l'Asvel. Alors, c'était un match qui n'était pas forcément super beau à voir. Après, en même temps, c'est des équipes de très, très bas de classement. Il y a énormément de déchets des deux côtés. L'Asvel fait 18 passes pour 16 pertes de balles. Le Bayern fait 20 passes pour 16 pertes de balles également. Donc voilà, il y a eu pas mal de déchets. Il y a eu de l'adresse du côté du Bayern qui tire à 10 sur 22, 45% à 3 points, 9-24 pour l'Asvel. Mais j'ai trouvé une équipe avec des rôles attribués, des mecs qui apportent chacun leur truc. Et juste Shaquille Harrison que je trouve un petit peu trop impliqué offensivement, mais par contre qui fait des plays très importants défensivement, notamment sur le dernier flotteur de Dinwiddie qui va nettoyer le cercle pour que l'Asvel récupère la balle et gagne ce match. Thomas Hurtel, on l'a dit, il commence à retrouver du rythme, même sur les passes, sur les pick and roll, on voit qu'il commence à retrouver des jambes, et notamment, on va pas s'étaler sur le match de l'Olympiakos, mais sa première entrée face à l'Olympiakos aussi est pas mal, il arrive à créer des décalages, etc. Et Nando malheureusement se blesse. Nando commence encore très fort. Il fait 8 points, 2 passes en 8 minutes avec des très bons pourcentages.
mais il se blesse. Alors, j'ai pas vu qu'est-ce qu'il avait comme blessure. Il a pas joué contre l'Olympiakos. Et blessure aussi d'Armel Traoré face à Olympiakos aussi. Ouais, mais à ça, la on a cheville. vu, c'est une cheville, donc bon, ça peut. Bah, t'as déjà 2 manquements quand même. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que une cheville, bon, on sait. Oui. Tu as une semaine si c'est pas trop méchant. Oui. Tu vois, on a vu Kendrick Nunn qui a joué malgré qu'il avait des chevilles en moins. Et sinon, c'est 2-3 semaines si c'est vraiment une grosse entorse, tu vois. Mais Nando, on n'a pas trop vu ce qui s'est fait. Donc, c'est un peu plus inquiétant. Ça sent pas bon. Comme Will Clyburn d'ailleurs. Mais donc voilà, sur le match contre l'Olympiakos, on a eu un retour d'Edwin Jackson aussi, Oui. qui a été plutôt bon. C'est vrai. Et Armel Traoré t'en a parlé. Moi, je trouve qu'il est très bon. Il a des très bons passages sur la victoire face au Bayern. Il est un peu trop gainé apparemment pour l'Euroleague parce que sur le drive, là, à la fin, quand ils sont à -2 ou à -1, un truc comme ça, il se fait découper par. Je crois que c'est Isaiah Mike qui arrive. Isaiah Mike qui est pas du tout dans son cylindre, il vient le percuter. Sauf que Armel ne bouge pas trop, donc du coup, les arbitres ne sifflent pas, il rate le lay-up. Bon, au final, ça se finit bien pour l'Asvel, mais je voulais le dire quand même. Non, cette équipe de l'Asvel, voilà, ils ont double journée, tu joues le Bayern, tu joues l'Olympiakos, tu prends un des 2 matchs, bravo à eux, sachant que voilà, eux, encore une fois, avec l'effectif qu'ils ont, c'est compliqué, même s'il y a des retours de blessures, t'as David Laïti qui est là, Edwin Jackson qui est revenu, Gershon Ebouzélé. non, c'est ça, ils sont plus ou moins au complet. Voilà, donc forcément, tu vois moins les jeunes comme Atamna. T'es moins reposé que sur Glyn Watson pour de la création. Glyn Watson qui fait encore un très bon match, et c'est lui d'ailleurs qui relance l'Asvel. Début 4e quart-temps, parce qu'il y a un petit écart, et c'est lui qui met 2 tirs à 3 points, qui ensuite arrive à créer soit son tir, soit pour lui, soit pour les autres. Et donc voilà, c'est bravo à l'Asvel pour cette victoire. C'est ça. Le match contre l'Olympiakos, on va pas trop s'étaler. J'ai rien à dire, pas... ils se sont fait détruire. Milutinov, très grand joueur. Voilà. Evan Fournier, bon joueur. Bon joueur. Sacha Vezenkov, très bon joueur. Et Tyler Dorsey, bon joueur également. Et l'Olympiakos se rassure un peu parce qu'ils étaient un peu en galère. 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Ouais, voilà. Mais quand Tyler Dorsey, il a mis un tir, il met un cross, là, il met un tir, step, tir. Après, il reprend un tir en transition. Ouais. Mentalement, c'est costaud. Bon joueur, Tyler Bonjour. Dorsey. Bonjour. Voilà pour l'Asvel. On passe sur Monaco. Monaco qui a 1-2 aussi cette semaine. 1-1, ouais, enfin bref. 1-2-1, ouais, cette semaine. Une victoire, une défaite. Qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière? Je t'ai dit, parce que tu m'as dit, ouais, les équipes, quand on avait parlé du load management, etc., je te disais, ouais, Monaco, regarde, à chaque fois qu'il y a double journée, ils font un match nul, un match bien. Alors, le premier match contre Baskonia. C'est pas qu'ils font un match nul, hein. On va pas décrédibiliser Baskonia, là, quand même. Ben. Non, là, je suis pas d'accord. Baskonia fait un très bon match. Mais si Baskonia fait un très bon match et que Monaco fait un match correct, Baskonia n'existe pas. Alors, je te trouve un peu dur parce que. Non, mais Baskonia, ils nous ont fait kiffer cette semaine. Ouais, non, mais on va pouvoir en parler parce que c'est rare qu'on parle de Baskonia. C'est là, pas il y a fou. des choses à dire. Mais au-delà de ils nous ont fait kiffer cette semaine, je trouve un peu dur parce que si Monaco ne fait pas un bon match, c'est aussi parce que Baskonia les a embêtés et que ça soit offensivement, mais aussi défensivement. En fait. Ouais, le début de match défensif de Baskonia. Exactement. C'est très fort. Et on n'a pas l'habitude de voir ça, tu vois. Et donc, Trent Alexander-Arnold, pas du tout. Trent Forrest. Ouais. Défensivement, ce qu'il a apporté également, tu vois, donc ça a aussi perturbé Monaco. Donc, oui, Monaco parfois vient en sénateur et on les a déjà détruits pour ça. Mais la réalité, c'est que, en fait, Monaco n'est jamais vraiment rentré dans sa rencontre. Avec le talent qu'ils ont, oui, on sait qu'ils peuvent revenir, mais sur la première mi-temps, ils sont, comme l'a dit Elio Kobo lors de son interview, il dit on était trop soft, trop sloppy et too slow, donc trop lent. Donc au bout d'un moment... Tu parles pas français, Elio Kobo ? C'est un Orlig, c'est en anglais, désolé. Hein. Mais, et donc la réalité, c'est que, ouais, c'est ça en fait. Ils étaient tout mous, tout doux et trop lents, les mecs. Donc à un moment T, quand tu joues dans cette Euroleague qui est ultra relevée, tu te fais attraper. Parce que ils ont joué leur jeu, ils ont déroulé. Chelsea, il a été magnifique comme d'habitude. Marcus Howard, il a apporté, je trouve qu'il a eu vraiment des bons plays. À un moment, Baskonia est à plus 15. Hein. Ils sont à plus 15. Et Monaco qui déjoue complètement. On retrouve pas du Mike James, du Madu Strazel, du Alpha Diallo. Ils sont en galère. Du Elio Kobo. Ce qui est dramatique. Il fait un match qui est cata.
je suis complètement ok là-dessus. Donc non, la réalité c'est que Baskonia a dominé sa rencontre de la tête et des épaules. Monaco n'a jamais trouvé la clé. Ils ont jamais mis d'adresse sur le match. C'est tout. Bah, tu parles de l'adresse. Baskonia Baskonia a tire à beaucoup d'adresse. 48% à 3 points. Oui. Monaco tire à 21% à Oui. 3 points. Baskonia prend 2 rebonds de plus. C'est marrant parce que c'est pas l'illusion que j'avais, enfin c'est pas l'impression que j'avais en regardant, mais Monaco prend plus de rebonds offensifs parce que Mirotic, je le vois se faire désosser au rebond def, il prend pas un rebond défensif le mec. Tu vois, c'est celui qui a le plus d'adresse, c'est Johan Bégarin. Qui fait une belle entrée. Qui a été lancé par Spanoulis. Et franchement, il a fait une belle entrée. Il a 2 tirs à 3 points. Voilà. Défensivement, il est là et tout. Sur Trent Forest, il gêne. Parce que Trent Forest, on va en parler. Moi, je suis pas trop regardé Baskonia cette année, mais je suis très agréablement surpris de l'évolution de son jeu. Le volume de jeu qu'il a, il me fait penser un peu à un Cody Miller-McIntyre à l'époque Baskonia, avec un style un peu différent, mais dans le sens où il prend son temps, il est capable de jouer pour lui, il est capable de créer pour les autres. Là, sur ce match-là, il fait un match exceptionnel, il fait 17 points avec des très bons pourcentages, 7 rebonds, 5 passes, 27 d'évaluation, plus 30 de plus-minus, plus 30 de plus-minus. Alors oui, tu gagnes de 12, mais quand même, face à Monaco, c'est pas dégueu, tu vois. Et tu l'as dit, défensivement, il est capable d'apporter aussi. Et puis, dans cette équipe de Baskonia, il y a une paire d'arrière ailiers qui fait mal. Marcus Howard et TLC. Alors maintenant, quand je regarde Baskonia, quand TLC arrive à 14-15, je me dis est-ce qu'il va passer encore les 16 points? Spoiler, les 2 matchs de cette semaine, il a passé les 16 points. Là, il fait 19, je crois, contre Monaco, et mes 27, 19 contre Monaco, et mes 27, je crois, contre le Barça. Et Marcus Howard aussi, qui fait 12 points à 3 sur 8 à 3 points, donc 37%. Sur le match contre le Barça, il a un peu un meilleur pourcentage. Mais voilà, c'est une équipe qui pareil, connaît bien son rôle. Tu vois pas les grands tenter de faire des trucs de ouf. Ils ont des profils intéressants avec Diakité qui est un poste 4 assez athlétique et très mobile, qui peut s'écarter et jouer d'un contre 1 aussi, qui a un plutôt bon dribble. Ils ont comment s'appelle leur intérieur là, Khalifa Diop. Qui prend de la place, qui est agressif au rebond offensif. Voilà, c'est juste backup meneur, je le trouve un peu léger là, Kobe Simmons, mais voilà, t'as Kuruc qui fait la chanson justement, notamment à Mirotic, qui va chercher 6 rebonds donc 4 offensifs. Je savais même pas qu'il avait quitté la NBA. Je te jure. Kuruc, mais ça fait longtemps je crois. Ouais, mais tu sais que j'ai entendu son nom et mon cerveau s'est connecté, je dis mais il est plus NBA lui. Je sais pas que moi je me souviens souvent surtout de lui avec la Lettonie, mais pas trop en NBA. Il était où en NBA? Il était pas au... Je vais dire une connerie, donc je préfère... Regarde, mais c'est pas les Knicks? Je sais pas. Rodion Kuruc. Non, c'est pas les Knicks. C'est 98, hein. Non, c'est pas les Knicks. À Brooklyn. Ah si, c'est New York, Brooklyn. Mais il a bourlingué un peu, non? Il a fait Rockets, Bucks. Après, il est revenu. Ok. Il a fait Brooklyn, Rockets, Bucks. Ok. C'est à Brooklyn, donc c'est pas les Knicks. Ça. Oui, il y a un highlight à Brooklyn de lui. Oui, c'est un soit il se fait poster, ouais, soit je sais pas. C'est ça, j'ai une image de lui. Ouais, je me suis dit, ça m'a perturbé. Je me dis, ah ouais, je crois qu'il était en grande NBA. Bref, on s'en fout de ça. C'était un petit aparté. Mais pour Baskonia, je suis ok avec toi. Ils font une super semaine. Et on peut aller sur le Baskonia. Attends. On peut aller je vais sur juste Monaco. finir sur Monaco, sur ce match face à Baskonia. Oui. Ah oui, ok. Oui, non, c'est sur Monaco que je voulais aller. Ouais. La fin de match, elle est dramatique. Ils font n'importe quoi. Ils retombent dans le... Enfin, je vais pas répéter encore une fois ce qu'on dit toutes les semaines, mais c'est le Monaco qu'on n'aime pas voir. Voilà. Alors voilà, on sait qu'il y avait double week. On sait qu'ils se sont dit, bon, bah, on va gagner le deuxième match, donc on peut laisser passer celui-là. Mais voilà, dans le plan de jeu offensif, c'était catastrophique. Et Eli Okobo, sur ce match-là, il joue 15 minutes. En 15 minutes, il a quand même le temps de prendre 12 tirs. Il fait 3-12 encore au tir. 3 déval, moins 3 de plus-minus. Autant Eli Okobo sur la saison dernière, je me souviens le début de saison dernière, on avait des doutes sur le fait que peut-être ça soit lui le MVP de cette équipe et tout. Autant là, il est hyper irrégulier cette saison. Alors il a eu des très hauts, notamment un match avec 37 déval, je crois. Mais pour l'instant, je trouve qu'il est pas assez régulier. Tu vois, il fait... Alors contre le Bayern, du coup sur le deuxième match, il fait 18 points avec un très bon match, 24 déval. Contre Baskonia, il est à 3 déval. Le match d'avant contre le Fener, il a 3 déval. Contre Paris, il fait 39 déval. Donc tu vois, il y a des très hauts, il y a des très bas. Il a plusieurs matchs. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur 17 matchs, il a 8 matchs sous les 10 déval. C'est ta deuxième option quand même. Tu vois, je trouve que... Et pourtant, comme je t'ai dit, il a des très hauts puisqu'il est à 12 déval en moyenne. Mais...
j'attends un peu plus de régularité et surtout un peu plus de fiabilité parce que la saison régulière pour Monaco, oui, c'est important, entre guillemets. Bah, on sait que c'est très serré, il faut pas que tu te retrouves à soit jouer le play-in, soit ne pas avoir éventuellement l'avantage du terrain. Le but, c'est d'être top 4. Mais quand ça va compter, il va falloir que tu sois là. Alors, je vais pas tirer sur Eli Okobo trop parce qu'après, tu vas me dire oui, c'est de la prépa, c'est pas quoi. Et après, quand on va sortir en huitième de finale avec l'équipe de France contre la Géorgie, tu vas dire oui, tu vois, Eli Okobo, il a fait une grosse compétition. Oui. Oui, d'accord, mais si Monaco sort en playoff, même si Eli Okobo aura été bon, ça sera pas une bonne saison. Bref, C'est pas le même j'ai contexte. fait un tunnel sur Voilà. Eli Okobo. Merci. T'as autre chose à dire sur ce match face à Baskonia ? Non, Très bien, donc on peut passer sur le match face au Bayern, qui là, il y a on a rien à vu dire. un bien meilleur visage. Oui, mais rien à dire. Enfin, il y a Monaco a détruit le Bayern, notamment sur la deuxième mi-temps. Ouais, ils font encore un début de match bizarre. Hein. C'est pour ça que j'ai dit sur la deuxième mi-temps, parce qu'ils avaient vraiment mal débuté, peu de réussite, défensivement ils sont à la rue. Il y a Lucic qui en profite, il y a Stefanovic qui en profite aussi pour faire son petit show. Mais tu vois là, pour le coup, Mike James, Eli Okobo qui sont présents, Blossom Game qu'on va voir. Et ils vont repasser devant en fait, ils vont leur mettre un 12-0. Et il y a 18-17, et après Monaco va se mettre en ordre de match, et il n'y aura plus match jusque-là. Il y a 16 joueurs qui sont à plus de 10 points, on a une unité collective, on a des joueurs qui déroulent. La réalité, c'est que j'ai regardé la deuxième mi-temps comme ça, d'un œil, parce que j'ai vu que Monaco était en train de les détruire, et que, J'ai pas regardé, et que j'ai avancé. et que j'avais trop de matchs à regarder, donc ils les ont massacrés. Je crois que c'est Alpha Diallo le meilleur joueur. Aléval. Aléval, ouais, c'est ça. Mais moi, j'aurais pu mettre Mathieu Strazel aussi. Donc voilà, ils ont roulé sur le Bayern. Je sais pas ce que tu veux dire de plus. Sur ce match-là, je n'ai rien à dire de plus. Bah, je veux dire que l'entrée de Mathieu Strazel a été excellente. Okay. Que ça soit à la création, que ça soit au scoring. On le voit, Spencer Dinwiddie lui laisser de l'espace à 3 points. Il punit, il prend des écrans, il se lève, il arrive à trouver la passe à l'opposé, il arrive à trouver ses grands sur les rolls. À l'inverse de Mike James qui fait un match poteau nul. Alors peut-être que dans les stats, voilà, il finit à 14 points, 6 passes, mais 4 pertes de balles, je ne l'ai pas trouvé bon personnellement. Ouais. Bah, il fait quoi ? Il fait 14 points, 4 sur 10 au tir. 6 sur 6 au lancer, 3 rebonds, 6 passes, 4 pertes de balles, 2 interceptions, 10 fautes provoquées, 2 fautes. Tu vois, t'es dur sur le... Mais je trouve dans l'impression visuelle, il a été très très agressif, alors il a mis des tirs qui sont difficiles, mais il a beaucoup joué pour lui, quoi. 4-10 à 2 points, c'est pas non plus un pourcentage exceptionnel. Hein. Ouais, je suis d'accord. Mais il est pas à 20%, quoi. Il a 40%, ok, il a raté des trucs. 40% à 2 points, c'est naze. Ouais. Voilà. Bref, voilà pour Monaco. Monaco qui, quand même, mine de rien, même si au classement, actuellement, ils sont à... ils sont là. Monaco, ils sont 6e à 17. Alors, il y a plein d'équipes à 17. Il y a Kaunas, l'Étoile Rouge et le Real. Donc, ils sont premiers parmi dans ce wagon-là parce qu'ils ont un bon goal average. Hein. Et Monaco, voilà, on l'a dit tout à l'heure, est la meilleure attaque d'Euroleague avec 90 points par match. Je crois qu'ils sont deuxième à l'offensive rating. Ils sont top 4 aussi au defensive rating. C'est la meilleure équipe au nombre de passes décisives. C'est la meilleure équipe en termes de perte de balles, enfin celle qui perd le moins de ballons. Donc quand même, il y a des indicateurs qui montrent que, même s'ils ne sont pas tout en haut du classement, dans le contenu, quand ils veulent, c'est plutôt pas mal. Et voilà, après, c'est aussi aidé par ces matchs où ils mettent des branlés et où tout va dans leur sens, que ça soit là, que ça soit contre Paris. Ça aide aussi à faire monter les statistiques. Mais voilà, Monaco, première équipe aux passes décisives, c'était pas sous Sacha Obradovic qu'il y avait ça. Cela dit, l'Étoile Rouge est pas loin dans le classement. Hein. Donc voilà pour la semaine de Monaco. Quelque chose à dire d'autre ? Nope. Très bien. On passe sur les équipes de la semaine. Let's go. Cette semaine, on va s'intéresser à 2 équipes. Une tout en haut du classement, dont on a déjà un petit peu parlé, et l'autre plus bas dans le classement, mais que vous nous avez... Enfin, sur laquelle vous nous avez déjà demandé de parler et qui a fait une plutôt bonne semaine. On a déjà parlé de leur premier match, mais leur deuxième match mérite qu'on s'y attelle. Je parle évidemment de Baskonia, donc on va commencer par Baskonia. On a dit ce qu'on avait à dire sur le premier match face à Monaco. Victoire, bon. On va surtout parler du match face au Barça. Match de l'année ? Oui. Match de l'année, exactement. Point. Triple prolongation. Triple prolongation, ça m'a rappelé le Real FS de il y a quelques années. Quadruple prolongation, il y avait eu. C'était triple, non ? Quand il y a eu Dan Moussa et tout qui mettait. Oui, il y a 2 ans là.
C'était pas. Ah ouais, ils ont pas eu 4. Je crois que c'était 3 ou 4. Ouais. Et en tout cas, là, ils ont battu le record Ah ouais. de points en Euroleague sur ce match-là. 132. Cumulé. Attends, c'est quoi le score? Je crois qu'il y a 135. C'est 132 à 124, non? Non, ou 135 à 124. Attends, Game Center, 134-124. 134 124, c'est Ouais, bien. voilà, c'est ça. Donc, sur ce match-là, Baskonia a tenu tête à un bon Barça. Et encore une fois, bon, il y a eu un joueur côté Baskonia qui a étincelé. Je te laisse présenter. Bah, il n'y en a pas que un, mais on peut aller Non, sur, mais- on va aller sur Marcus Howard. Moi, quand j'ai vu le match, parce que tu m'as dit regarde le match, etc., je me suis dit ok. Quand j'ai vu les 3-4 premiers tirs, je dis bon, je pense qu'il veut que je regarde parce que le poteau il va faire des dingueries. Et il a fait des dingueries. Marcus Howard a mis 35 points. 34 ? Je crois qu'il a égalé son record. 35 en 35 déval et 33 en 33, voilà, parce que son record, c'est 35, c'est ça. Son record, c'est 35, son carry high, c'est 35. Il a fait un match de très, très, très haut niveau. Il faut savoir que Marcus Howard, sur le début de saison, était assez en difficulté. Il tourne autour de 7,8 points. C'est un joueur qui est souvent très bas à l'éval, on l'a déjà dit plusieurs fois, parce que crée peu pour les autres, surtout pour lui. Et comme il prend des tirs à haut risque, et forcément avec un taux de réussite qui n'était pas si élevé que ça, l'éval était impacté et qui faisait pas grand chose à côté. Mais là, depuis quelques semaines, il est vraiment dans une bonne dynamique. Il va créer beaucoup pour lui, bien sûr, mais il va surtout créer aussi pour les autres. Et là, sur le match face au Barça, il commence avec une adresse folle parce qu'il loupe aucun tir. Le premier tir qu'il va louper, c'est dans la première prolongation. Donc, je vous laisse voir. Un match de basket, c'est 40 minutes. Hein. Donc, son premier tir, il est arrivé à partir de 42-43 minutes. Il les a pas jouées toutes, bien entendu, mais vous avez compris l'idée. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce match-là, c'est la création qu'il a eu pour les autres, en fait. 6 passes décisives. 6 passes décisives pour Marcus Howard, ce qui est énorme pour lui. C'est-à-dire qu'il sait que ça va sortir fort sur le tir, capacité de percuter, de mettre du flotteur, parce que ça, il le maîtrise à la perfection, pied inversé ou autre, mais de créer pour les autres des petites passes sur des spins pour comment il s'appelle pour Diakité, parfois pour Diop. Donc non, franchement, moi, il m'a beaucoup régalé sur ce match-là, mais je veux quand même parler de la performance offensive. C'est un psychopathe du tir. C'est des tirs. Moi, je joue au basket. C'est-à-dire que, au-delà du fait que ça rentre dans le panier, je joue au basket. Au-delà du fait que ça rentre dans le panier, des fois, c'est la difficulté des tirs. Les joueurs sortent fort. Et on dirait il a jamais peur. À partir du moment où il a posé Le premier qui met déjà, c'est une dinguerie. C'est archi contesté, t'as un mec qui est beaucoup plus grand que lui qui vient gêner sur le côté et tout. poignet fouetté comme ça. En fait, s'il voit le cercle, c'est bon, C'est ça mort. part. Exactement. Ça part. Ça part. Ça rentre pas, mais ça part. Ça part. Filoche, taf. Il en a mis. Je crois qu'il commence avec un 6 sur 6 à 3 points. De toute façon, il met ses 11 premiers tirs. C'est fou, c'est dingue. Donc bon. Bon, il a été fort. Mais moi, le tir qui m'a le plus choqué, c'est le dernier 97 J'avoue, 94. le dernier, Non, là. le 97 En fait, il y en a 94. plusieurs qui m'ont choqué. Ouais, parce, que, celui-là, c'est n'importe parce que tu sais qu'ils vont chercher une remontée pour lui. Oui. Il attrape. Il a est sur vraiment une pas jambe. beaucoup d'avance. Il prend ses appuis, tac, filoche. Je me dis, ah ouais, quand même, ok. Mais celui où il fait snatch, là, Oui. underdrag Oui. snatch, Alors, il revient comme. Non, j'avoue. step back. Sexy. Sur Joël Parra, je crois, Oh c'est là sexy. là, c'était Malheureusement, on trop peut pas ça. vous mettre les images parce que l'Euroleague nous a cut. Mais. D'ailleurs, ça me fait penser. Likez la vidéo. Abonnez-vous. Commentez. On allait le dire, t'inquiète, ouais. Mettez des pouces dans le fiac de Ozan. Abonnez-vous voilà. au compte TikTok et Instagram Ouais, QLS Spot pour donner de la force, puisque l'Euroleague veut notre peau. Ouais. Euh, Vous connaissez déjà, mais voilà, faut booster toutes les Voilà, semaines. et mettez des donnez-nous commentaires. votre avis sur La ce qu'on performance de dit dans Marcus Howard. la performance de Marcus Howard. Par exemple, à côté de Marcus Howard, Mais c'est ça en fait, c'est que il y a eu un collectif, Marcus Howard a été très fort. Il y a un joueur. hémorroïde. Quoi Hémorroïde. Alors deux choses. Un, ta blague. Elle est dramatique. Gros, En plus de deux, tu craches. c'est les hémorroïdes qui me font faire ça. Bref. Gros, il est pas mal le poste 4 là. C'est quoi son nom Omorui. Avec, quand le commentateur il dit son blague, ça m'a fait penser à ça. Et après, je me suis senti comme. Comment il s'appelle le mec pas drôle là Chris Singleton. Et après, j'ai dit, bon, vas-y, je vais quand même le faire. Quand même. Bref. Bref, oui. Continuons. À côté de ça, il y a eu un collectif sur ce match-là. Parce que la réalité, c'est que Chelsea, il a été encore monstrueux. Il met 26 points. Il est propre. Il commence son match tranquillement avec de l'adresse, des tirs aussi parfois durs. Ça sort fort sur lui. Mais il va quand même trouver de la percussion. Il fait une saison de patron.
Ces 2 joueurs-là qui ont tenu l'équipe face à un Barça qui était agressif. Mais franchement, la semaine de Baskonia, elle est ultra réussie, j'ai tendance à dire. Parce qu'on ne les attend pas à ce niveau-là, on ne les attend pas à tenir tête à ce Barça-là. Et rien que pour ça, bravo, on a quand même une triple prolongation avec des tirs d'une extrême difficulté. Est-ce qu'on peut aller sur la fin de match ? Quand même. Parce que la fin de match, c'est n'importe quoi. Quand même. Donc, comme tu dis, déjà, il y a d'un côté, il y a Satoransky qui met des gros tirs à la fin du match pour ramener le Barça. Parce que Baskonia a 10-15 points d'avance tout le match. Hein. Il domine le match. Ensuite, donc t'as Kevin Punter et Satoransky qui commencent à mettre des gros tirs. On l'a dit, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais t'as Will Clyburn qui se blesse sur une contre-attaque. On n'a pas compris, on n'a pas vu. Il a demandé changement, il est parti en marchant normalement au vestiaire. Je pense que Lescure l'a pété. Je pense que Lescure l'a pété. Ça c'est... J'ai l'impression que c'est Lescure pète, tu te tiens, tu boites un peu. Là, il est parti. Moi, je me suis dit, il a la chiasse, quoi. Je pense que Lescure a pété, après on verra bien, mais je pense que Lescure a pété. Donc voilà. Il y a égalité, il y a la Provitola qui a un tir pour gagner le match, il le met pas. De l'autre côté, des fois, t'as Trent Forrest. Alors, je me suis perdu avec toutes les prolongations, je sais plus, etc. Mais à la fin, donc t'as Hernan Gomez qui est ciblé défensivement. Alors, ils ont pas trop de rotation à l'intérieur parce que Vezeli et Schengelia est blessé. Cela dit, il y a le petit Keita. Il a fait une 17 très ans, bonne entrée. Pas dégueu, plus que bonne entrée. Très bonne entrée. Hein. Et puis là, t'as un duel. T'as Kevin Punter qui commence à mettre... Non, mais c'est pas... Là, on va commencer... Parce qu'il y a Marcus Howard d'un côté. Oui. Mais il y a un autre psychopathe de l'autre côté, en fait. Ouais, mais en fait, lui, il a plus performé sur la fin de match. Oh, mais Après, il fait un très bon match, même au début. Propre. Mais sur la fin de match, il met un tir à 3 points avec la faute. N1. Après, il remet un tir à 3 points pour égaliser, je crois, ou pour repasser devant. Exceptionnel. Dans la prolongation, là. Les petits tirs à mi-distance. Prolongation, ils sont à -2. Tu te dis, bon vas-y, il cherche le tir à 3 points, ça sort fort, bizarrement ça s'ouvre. Boum. Bam, il va finir au buzzer. Il est pas évident le double pas en plus. Il est pas évident, mais moi je l'aurais mis. Mais du coup, exceptionnel. Et puis après, sur la troisième prolongation, là c'est là où on voit que la profondeur du Barça, tu l'as dit, a fait la différence parce que Baskonia a tenu pendant 2 prolongations, a eu des gros tirs aussi, tu l'as dit avec Marcus Howard, notamment avec son spin, reprise de dribble, je tiens à le dire, et flotteur N1 sur Joel Parra. Exceptionnel, mais Kevin Punter, monsieur Kevin Punter. On va pas dire qu'il a mis quand même 43 points. Si, je m'apprête à le dire. Ah d'accord, vas-y. 45 minutes de temps de jeu, donc il a joué une mi-temps de foot. 43 points, 12 sur 19 à 2 points, 4 sur 7 à 3 points, 7 sur 7 au lancer, 2 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 40 d'évaluation. Est-ce que tu vois Monsieur Propre, tu vois Monsieur Propre c'était Kevin Punter. Eh ben putain, c'est quand même, si on m'avait dit il y a 2 ans, que même l'année dernière, que je dirais que Monsieur Propre, c'est Kevin Punter. Il est trop fort en ce moment. En ce moment, il est trop fort. Je vous jure, en ce moment, Kevin Punter, il est trop fort. Donc, THT, arrête tes conneries là, tes bêtises de je suis le meilleur joueur d'Euroleague. Ah bah, va t'asseoir, mets-toi sur le côté. Ouais, moi c'est Jabari Parker. Voilà, parce que THT, ça me choque moins maintenant. Ça me choque moins, mais quand même, faut rester calme. Faut rester calme. Mais Jabari Parker, retourne aux États-Unis. Là, tes bêtises de je suis le meilleur joueur. Ça y est. Il a pas dit je suis le meilleur joueur. Il a dit vous savez que je suis un des meilleurs joueurs d'Europe. Ah oui, mais vas-y, cousin, mais va t'asseoir. Même à ta meilleure saison au Barça, c'est-à-dire l'année dernière, t'étais pas. Je sais pas s'il a été All Euroleague First Team ou Second Team. Pour moi, il y avait... t'es même pas top 5. Allez, vas-y, c'est bon. C'est bon ou pas? Il est même pas top 10. Même pas top 10. Voilà, c'est bon ou pas? C'est bon? C'était même pas le meilleur joueur de son équipe. Tête d'homme. Au Barça. Même Cristiano est meilleur que toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Cristiano qui Felicio. Non, mais il abuse. Ton pote, il abuse. C'est pas mon pote, moi, j'aime pas ce joueur. Mais en tout cas, Kevin Punter, monsieur propre, il est tellement fort en ce moment. Il est fort pour lui, mais il est fort pour les autres, dans le playmaking, dans la création. Donc non, franchement, le Barça a une profondeur qui était plus importante, donc forcément, ils ont gagné ce match-là. Mais un peu triste pour Baskonia, qui aurait pu faire un joli 2-2. Malheureusement, Trent Forrest a raté le tir pour gagner lors de la deuxième prolongation. Mais quel match, je me suis régalé. Je dis, regarde le match, il m'a dit, ouais, c'est ça, ouais. J'ai dit, frérot, regarde le match. Il m'a dit, je veux regarder Dubaï FS. Il est pas du tout Euroleague, ni First Team, ni Second Team. En même temps, quand tu vois les joueurs... Je vois des noms. Gros, TJ Shorts, Carson Edwards, Kendrick Nunn, Vezenkov, Nigel Davis. Poto, t'es pas dans leur classe. Et Second Team, Mike James, Théo Malédon, Evan Fournier, Juancho Hernan Gomez et Walter Tavares. Poto, t'es pas dans le truc. T'es pas là. Fly.
Ah, mais comment Donc, tu peux dire ça? Enfin bref, les Américains, ils sont un peu spéciaux sur ces sujets-là. Mais oui, tu l'as dit, Kevin Plouther exceptionnel. On attend de voir quand même ce que a Clyburn. Clyburn, parce que là, t'as pas Vezeli, t'as pas Shengelia, si t'as pas Clyburn non plus. Ça commence Alors à le faire. Barça est exceptionnel en ce moment et sur une très bonne, depuis qu'ils ont viré Penaroya, ils sont sur une très bonne lancée. Aujourd'hui d'ailleurs, je crois qu'ils sont deuxième à égalité avec L'Hapoel. avec l'Hapoel, avec le même bilan. Euh, Grâce à Xavi Pascual. Ils sont à 8-2 sur les 10 derniers matchs. Voilà, c'est une belle équipe qui joue bien au basket. C'est une belle équipe qui joue bien au basket. Ça fait plaisir. Ça nous permet d'aller discuter hop là, de l'Hapoel. Très belle transition, qui est premier. Je voulais prendre l'Hapoel cette semaine parce que je voulais parler un petit peu d'eux. On en a déjà parlé en réalité, et avec Ozen on discute, on dit quelle équipe sur laquelle on n'a pas été, mais il faut que ça soit intéressant quand même. Donc quand on nous dit ouais, vous parlez de Bologne, Bah, en vrai, faudrait qu'on parle de Bologne un ouais, jour parce que vas-y. bon. Vas-y toi, parle-en, moi je vais en parler demain. Il y a eu Hapoel Étoile Rouge, tu me parles de Bologne? Non, mais un jour, C'était avant. il faudrait qu'on parle de Bologne parce que ils surperforment par rapport à ce Ouais, que. c'est Voilà. vrai. Je te propose qu'on en parle genre le 25 juillet. Je propose qu'on en parle le 30 février. Voilà, parfait. Excellent. Du coup, là, moi je vais parler de l'Hapoel et notamment Hapoel Étoile Rouge. Paul Tefal, La dernière fois que tu me coupes pour faire une blague comme ça. mettez un pouce Non, non. pour la blague. Le miracle d'Istanbul. Miracle d'Istanbul, bien sûr, mon gars. Liverpool Real, Tu l'as- on connaît. Liverpool 5-5. Real. Liverpool Milan. Oui, c'est ça. Parle dans le micro, mec. Liverpool Real, il a dit. Tocard. Non, bon, Hapoel Étoile Rouge. Non, franchement, le match était lourd. C'était avant que je revoie Barça, Barça-Basconia. Mais le match était lourd. Qu'est-ce qui se passe dans la rencontre? On a l'Hapoel qui démarre. Qui démarre comment? Avec un Dan Autourou qui bousille la raquette. Il bousille la raquette. Il est monstrueux. Et Sacha Obradovic, je sais pas ce qu'il faisait. Je crois qu'il était en vacances. Parce qu'il n'avait aucune solution à proposer. Dès que l'autre il était dehors, je sais pas, il voulait pas amener quelque chose. Il disait non, on va jouer en small ball, on va continuer à jouer comme ça. D'un tour rouge, je crois qu'il met les 7 premiers points. Et au bout d'un moment, il va falloir faire quelque chose. La connexion avec Vassili Micic, elle était trop présente. Mais ce que j'ai aimé, c'est que Étoile Rouge, comme cette saison, très souvent, ils sont dans la réaction. Donc ils ont réagi. Et à la fin du premier quart-temps, il y a 21-21. C'est comme si ce premier quart-temps un peu plus en difficulté n'avait pas existé. Donc ça montre une équipe qui est bien coachée. Ça montre une équipe qui a une force de caractère pour T'as pas des se choses à laisser, dire, hein. pour pas se laisser distancer. Bien entendu, le match était très lourd. Et même s'ils ont été sanctionnés dans la raquette. Cody Miller-McIntyre, est-ce que ça te parle? Bof, hein. Ouais, bof. Ouais, parce que moi j'aime bien son match. Hein. J'aime bien son match, surtout sur le début sur le début de la première mi-temps, parce que je trouve qu'il est assez présent. Mais les 8 premiers points de l'Étoile Rouge. C'est ça, mais après il va un peu s'endormir, je trouve. Mais après, il a fini son match. Hein. Je vais y venir plus tard. Et donc voilà. Et Ja Bryant, enfin qui se réveille, parce qu'il a dit bon, les bêtises ça suffit. Moi aussi je Il sortait d'un match nul à chier. Vraiment. Il a dit les bêtises ça suffit. Moi aussi je suis là pour jouer au basket. 7-0 encaissé par l'Étoile Rouge. Bim bam boum. La danse de Bryant, c'est fort. C'est très très fort. Et tu vois, j'ai aimé aussi parce que au-delà que ce soit que sur le jeu 1 contre 1, il y a eu des extra passes. Salut les gars de Bondy, c'est pour vous. Il y a eu des extras. Tu crois bon, les gars de mon dire, regarde le Euroleague? Regarde. Il regarde la G-League, c'est sûr. Gratuit. Mais donc du coup, il y a des extra passes, des installations de jeu. J'ai vu Antonio Blakeney, faire un extra pass. Je pensais que c'était une hallucination et que j'étais en train de m'endormir, mais en fait non, c'était bien lui. Donc non, bravo pour ça, pour la première mi-temps. Et à la mi-temps, il y a 40-37. Donc on est vraiment dans un bon match. Comment toi t'as vécu le truc? Déjà, là, je viens de voir une stat. Colin Malcolm, il prend 11 rebonds sur le match. Mais il était trop fort. Attends, j'y viens après. Il était trop fort. Alors, le match était un peu loin parce que c'est un des premiers matchs que j'ai regardé, mais bon, je vais regarder mes notes. Mais oui. En même temps, c'est normal. C'est un match normal. Non, la première mi-temps, c'est bien. Mais Voilà. le match, c'est deux belles équipes. Hein. De toute façon, c'est des équipes de haut de tableau, les deux, avec des effectifs fournis, des retours de blessures de part et d'autre. Maintenant, il y a quand même un mec qui, en première mi-temps, commence à arriver, à pointer le bout de son nez. Une fois que Cody Miller-McIntyre sort un peu, c'est Monsieur Jared Butler. Tu connais? Je connais pas. Je crois que je l'ai vu faire des choses. Je crois qu'il doit faire 29, quelque chose comme ça. des vals. J'ai vu Non, faire des choses. Jared Butler. Mais même dans le troisième carton, parce que c'est là où il faut aller. C'est trop fort. C'est trop fort. Le troisième carton qu'il fait, scoring, Non, les gars, passe. c'est trop. Eh, c'est trop. il a tout fait, Ah, c'était c'est incroyable. trop. La mixtape du troisième carton là, non mais 27 points, 4 rebonds, 8 passes, seulement 2 pertes de balles, 29 d'évaluation. j'ai mal Et à la tête. tout à son rythme.
tout à son rythme. exactement. Il est tellement tranquille, tac, il prend, tu passes en dessous, il peut te sanctionner de mettre derrière la ligne, tu passes au-dessus, il va juste te mettre dans ton dos, attends d'aller mettre des petits lay-up et... Trop fort. Trop fort. Et Il y a- c'est franchement une recrue de fou furieux. C'est une dans cette recrue équipe. de fou furieux. Il y avait une alternance. C'était. Comment dire? C'était Butler à toi. Jordan Nwora à toi. Vassili Micic à toi. Et ils se sont rendus coup pour coup. Le niveau du troisième quart-temps, je crois que c'est tout ce que l'Euroleague peut nous offrir de mieux. Le niveau de technicité, de physique, d'intensité. Et bien sûr d'adresse parce qu'ils mettent dedans comme des cochons. Non, Jordan Nwora, on met un sécro. Après, il envoie à 3 points en pleine poire. Il est impassible. Mais moi, je me mets tout nu direct. Je fais ça. Direct. Mais toi, mec. Non, toi, t'es trop bizarre. Bizarre. Donc, du coup, il y a 61-59 dans le troisième quart-temps. On va sur le quatrième. Et le niveau, non, franchement, c'est trop. Parce qu'en plus, il y a un petit monsieur dont on n'a pas beaucoup parlé. Il s'appelle Chris Jones. Ah, je pensais que tu parlais de Nikola Kalinic. Chris Jones, qui est arrivé, voilà, qui est là. Et qui dit, bon, ça serait bien aussi que moi, je participe au match. Bah, encore heureux, parce que putain, si on compte sur Vassili Micic. Il y a Chris Jones. Oui, mais bon. Vassili Micic, il prend 6 millions quand même. Hein. Le poteau, 1. Abuse pas. Quoi, abuse pas. Abuse pas. T'as vu ses stats? Abuse T'as vu le match qu'il fait? Oui, mais un match. Non, pas un match, 2 matchs. Les 2 matchs de la semaine, il est dramatique. Il fait 2 dévals contre l'Étoile Rouge, Non, mais- un déval contre le Pana. Mais quand je dis un match, ce que je veux dire, c'est que il est plutôt très bon depuis le début de saison. Il a fait un très bon début de saison, et là, depuis 4-5 matchs, il est pas très bon. Hein. Il est sur courant alternatif là sur les derniers matchs. Bah, Mais si- Real, il fait 8 points, 6 déval. Asvel, il fait 4 points, 7 déval. Virtus, il fait 12 points, 13 déval. Étoile Rouge, 4 points, 2 déval. Et Pana, 4 points, 1 déval. il peut pas être à 25 tout le temps. Hein. Non, mais il peut être au-dessus de 10. Oui, peut-être aussi. Si TLC peut être à 16 points sur tous les matchs de la saison, Vassili Micic peut être au-dessus de 10 déval, vu qu'il a tout le temps la balle dans les La mains. poêle est premier, n'oublie pas. Oui, bah écoute, c'est bien, bravo. La Merci poêle... Chris Jones. Merci Chris Jones, parce que j'avoue, il met un tir de fou furieux d'assassin. Et comme dit Jérémy, grip, BAM ça m'avait manqué carrément. Mais non, mais au-delà de ça, je voulais parler aussi de Blakeney qui se réveille bien sur la fin de match. Bah, sur les 2 matchs, hein, même contre le Pana, même si c'est Ouais. un peu tard. C'est un Mais peu lui, tard, c'est- et ils vont perdre en plus, c'est Oui. pour ça. Mais là, sur la fin de match, il s'est bien réveillé face à l'Étoile Rouge. Bah, là C'est un aussi, très beau ah non, match. j'ai- Non, là, ils ont gagné. Donc non, allez voir ce match-là. Moi, je me suis vraiment régalé par rapport à ça. Et on peut aller sur le deuxième match, notamment face au Pana. Où le Pana, on va dire qu'ils ont été... Non, mais va falloir que je dise un truc qui va me faire mal au cœur. Mais Mais Rina Ataman a outcoaché Itoudis. Parce qu'il te sort un 5 sur le début de match. Et c'est un 5 qui a beaucoup joué sur ce match-là. Un 5 ultra défensif. Avec Kalaitzakis, Jarian Grant, JD Osman. J'étais un peu surpris parce qu'il met Mitoglou dans le 5 qui est pas le meilleur défenseur alors que t'as Juancho sur le banc. Et d'ailleurs, Mitoglou est très vite sorti. Et Kenneth Farid. Et on voit que ça commence très fort. Ils tiennent la poêle à 8 points au bout de 7 minutes. Après, quand ils rentrent dans les rotations, c'est là que la poêle revient un petit peu dans le match. Mais il a ressorti ce 5-là sur la deuxième mi-temps. Et même si statistiquement, c'est pas forcément le joueur qui a le plus apporté, moi, même si on parle de la poêle, mais on parle du match aussi, moi, le match de Jerian Grant, je trouve exceptionnel. il est monstrueux. Il a mis Vassili Micic dans sa poche. Exactement. Dans sa poche. Je suis Et d'accord. offensivement, il a apporté aussi. Je suis d'accord. Justesse, tir à 3 points, tir à mi-distance, etc. Exceptionnel. Mike James disait quelque chose de très juste. Il disait Jaren Grant ne doit jamais quitter le 5 du Pana parce qu'il apporte un équilibre tellement important dans l'effectif. Et Jaren Grant, il a un niveau, ça va au-delà du juste de mettre des points parce que ça, c'est pas forcément que son rôle. Il peut en mettre, hein, mais c'est pas que son rôle. Mais tout ce qu'il apporte défensivement, c'est très, 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 très fort. Et tu vois, on est sur la poêle, oui, mais sur ce match-là, ça a été un match de run, je trouve, notamment sur la première mi-temps. Et après, le Pana a été plus fort, en fait. Le Pana a été plus fort parce qu'ils ont trouvé des ressources défensivement. T'as toujours Kendrick Nunn à côté qui va mettre des points, mais j'ai beaucoup aimé ce que TJ Osman il a apporté sur la transition. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu suite à sa blessure et tout. Donc là, je le trouve bien sur ce match-là. Pareil pour comment ça s'appelle pour Colin Malcolm, je voulais en parler aussi. Le match de Colin Malcolm. Il a un passage aussi. On ne voit que lui. On ne voit que lui. Il a de l'adresse. Il va prendre des rebonds, il a de l'adresse encore, derrière, défensivement, il sauve des balles. En fait, il était partout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si la poêle est premier d'Euroleague, c'est pas pour rien, en fait. C'est pas pour rien qu'ils sont premiers.
Ouais, et Colin Malcolm joue 25 minutes dans une équipe première d'Euroleague avec un rôle hyper important, que ce soit défensivement et pour mettre des tirs à 3 points. Mais je le vois aussi être à la création. Euh, c'est pas lui qui a mis un Tomar aussi sale, je crois. Mais pas un Tomar à un moment. Non, bref, je confonds. Ouais, Parce que je sais qu'il y a un match où il y a eu des posters dans tous Il les y a sens, un mais je sais plus si c'est ce poster. match-là. Je crois que c'est le Real. Parce qu'à un moment, je vois Tavares mettre un poster. C'est le Real. Non, enfin bref, c'est pas Tavares en tout cas qui me dit. Mais bon, bref. En tout cas, Mais si, Tavares, il prend un poster par. mais ça c'est Jared Roden. Ouais. Non, mais après, il joue qui le Real sur le deuxième match? Attends, j'arrive. Derrière, il reprend. Le Real, il joue. Ils ont joué Paris et. Bah, il joue Paris. Oui, ça... et ils ont joué qui au premier match? Ils ont joué Milan, mais j'ai pas regardé le match. Donc, non, c'est pas eux. Bref, fini sur Sur la poêle. Apoel Pana, du coup. Paul Pana, bah, du coup, la poêle va perdre ce match-là parce que, comme tu l'as dit, Itoudi, ça a été outcoaché. Le Pana a été un peu meilleur, tout simplement. Ils ont trouvé des ressources et la poêle a été plus en difficulté sur la fin de match. Et surtout, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué sur ce match-là pour clôturer là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont loupé des lancers francs? Ah, bah oui. Qu'est-ce qu'ils loupent des lancers francs? Donc, quand ton match il se termine 92-83 et que tu loupes autant de lancers francs, ils ont loupé combien? Ils font 9 sur 20 au lancer. Voilà. Et ouais, dans la fin de match, ils ont des lancers qui mettent pas. Le Pana de l'autre côté met des gros tirs, que ce soit Jedi Osman, que ce soit Kendrick Nunn. Le meilleur joueur d'Euroleague. Et il y en a un troisième qui. Non, c'est toujours pas le meilleur joueur d'Euroleague. Mais voilà, c'était un match au sommet entre deux équipes prétendantes au titre. L'Apoel qui continue à montrer qu'ils sont là pour se bagarrer avec les grands, en même temps C'est avec ça. l'effectif qu'ils ont, l'inverse serait une surprise. Mais oui, je suis d'accord. Je trouve que Ish Wainwright perd un peu de son comment dire, de son influence au profit notamment de Colin Malcolm, même si c'est des profils un peu différents parce que Wainwright est plus un 4 et Malcolm est plus un 3, mais voilà, ça a un peu gêné. Le Pana a très bien géré ce match-là. Crédit à Ergen Ataman, et c'est suffisamment rare pour que je le dise, Oui. mais je vais le dire quand même. Tu peux donner les stats de Yann Madar? Il a fait un beau match. Ouais, d'accord. Non, blague à part. De Kendrick Nunn, s'il te plaît. Kendrick Nunn, il fait. Ah, j'ai noté que Vassili Micic, quelle nullité. Kendrick Nunn, il fait 19 points, 6 sur 8 à 2 points, 1 sur 5 à 3 points, 4 sur 4 au lancer, 19 d'éval plus 10 de plus-minus, mais en fait, notamment, c'est surtout dans la fin de match Oui. qu'il a été très performant. Quand ça compte. Ouais. Le meilleur joueur d'Euroleague, quand ça compte, il est là. C'est vrai que Sylvain, en quatrième carton, il est pas bon du tout, quoi. Oh, mais Sylvain a perdu cette semaine. Ah, c'est Et bien. il a pris une rouste en plus. Ils ont perdu contre qui? Ben, il gagne le partisan Non, plus il perd- 40 et, Ouais. Et ils perdent contre, Ah oui, contre les fesses. les fesses. Mais les fesses avec Vincent Poirier, c'est pas la même équipe, mec. C'est- Regarde les fesses Ouais. Final Four. Ouais, d'accord, super. On a vu contre Dubaï. Oui, mais Dubaï, Ouais. c'est une belle raquette. Kabengele leur a Ouais. fait une chanson et Ah, dis pas l'autre nom parce qu'on en parlera dans une autre je rubrique, me doute bien. je pense. Mais il a fait une chanson aussi. Voilà, bien comme il fallait. Bref, vu sa semaine, mon poteau. Waouh. Moi, Ouais. je suis OK sur la poêle. Ok, très bien. Question Voilà. de la semaine. On passe sur les questions de la Mais semaine. bien C'est parti pour les questions sûr. de la semaine. La question de la semaine, c'est une question de qui? De Totoro JV. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Totoro JV. Si j'ai écorché le nom, ne m'en voulez pas. Je suis illettré. Ça, on sait. Je plaisante, bien sûr. Et T'es à force l'école, il y a l'école là d'où tu viens? en Bretagne. C'est pas breton, mec. Tu viens de Saint-Maurice. Je suis breton. T'es pas breton. From Brest. C'est pas en Bretagne, c'est en Normandie. Shit. Comme le Je Mont-Saint-Michel. mens. Waouh. On va avoir des problèmes là. Là, on va avoir des problèmes. Dites-nous en commentaire si le Mont-Saint-Michel est en Normandie ou en Oh Bretagne. là. Tu ouvres un débat là, mon pote. Bref, non, blague à part. Revenons sur la question de la semaine de Totoro JV qui disait: quels sont les plays et les systèmes qui vous impressionnent le plus, ou en tout cas, celui que vous trouvez le plus efficace? Et tu vois, quand j'ai eu cette question, j'ai beaucoup aimé parce que moi, il y a un play qui m'est tout de suite venu et qu'on décline de bien des façons, que ce soit à n'importe quel niveau. Eh ben, évidemment, c'est le Spanish Pick and Roll. Bien qui entendu. s'appelle. Bien entendu, mais tu vois, si quand je te dis ça, tu penses à ça tout de suite, ça montre à quel point c'est un play qui est répété, Oui, mais en Et- fait, c'est juste que je trouve la réponse évidente. ouais, évidente. C'est une forme de jeu, on va dire, qui est ultra utilisée. C'est comme dire le pick and roll, tu vois, sauf que bah, tu rajoutes une variante. Bah oui. Mais bien sûr, le Spanish Pick and Roll, si t'as
Si t'as une menace sur alley-oop, si t'as un bon passeur ou un mec qui est capable de finir près du cercle et que celui qui pose l'écran, le pick the picker, c'est un gros shooter, bah tu vas forcément avoir un tir Ouais, ouvert. mais alors attends, ça va au-delà de ça. Parce que tu vois, oui, si t'as une main sur alley-oop, oui, si t'as un bon shooter ou autre, oui, je suis d'accord là-dessus. Par exemple, moi je me souviens, et dites-moi si ça vous intéresse, j'ai pas le temps, mais c'est pour ça qu'on se posait la question, est-ce qu'on ferait une palette cette année dans l'émission? Mais bon, vu que de toute façon on voit qu'on peut pas utiliser les images, ça sert à rien. c'est mort. Mais moi j'avais fait beaucoup de contenu où j'analysais justement les plays, etc. Et le premier contenu que j'ai fait sur ça, c'était Nando qui jouait 4 Spanish pick and roll d'affilée avec Lasvel. Et sur les 4 actions, il avait 4 solutions différentes. Bah ouais. Et donc quand t'as un Nando de Colo, par exemple, qui prend l'écran et tu mets un shooter, je sais plus il y avait qui à l'époque, c'était Paris Lee qui posait les écrans dans le dos, et sur le roll, il y avait qui? Parce qu'à Lasvel, ils ont pas non plus des mecs... Sur le roll, Ouais, c'était... non, t'avais Youssouf Afal à l'époque. Youssouf. Donc bon, c'était quand même une belle cible. Et c'était avec des génies comme Nando, avec Milos Teodosic ou des mecs comme ça qui sont très très forts à la passe. Ou même Stefan Jovic, dont on n'a pas trop parlé cette semaine Si, on a parlé avec au eux. Bayern. Ouais. Mais bon meneur de jeu. Forcément, ça touche toujours des tirs ouverts. Mais en fait, je trouve la réponse hyper simple. C'est pour ça que Ouais, je suis pas hypé. hyper simple, mais tu vois, moi je me rends compte aussi que c'est un play qu'on a décliné en Euroleague, mais pas que en fait, parce que même à nos niveaux respectifs, je le vois beaucoup. Tu vois, donc je sais que c'est un play qu'on utilise parfois, et même très souvent. Et en fait, je trouve que le play il est ultra intéressant parce qu'il t'offre une multitude de solutions. Mais tu vois, je vais aller un petit peu plus loin que le simple fait si t'as un génie à la passe, ou cas si t'as un génie à la main. Même sans avoir de génie, tu peux avoir un mec qui est lambda entre guillemets, mais qui a une lecture correcte. Je te dis même pas que ce soit un top joueur. Le simple fait, il y a l'écran, le premier écran, puis il y a l'autre mec qui vient mettre l'écran sur celui qui pose l'écran. Derrière, tu peux avoir la menace sur la hoop, ouais, mais tu peux aussi très bien jouer pour toi. Tu peux jouer pour le mec qui remonte à l'opposé à 45. Tu peux rappeler l'écran derrière si t'as besoin. En fait, je trouve que c'est un play qui ouvre tellement de solutions. Il y a tellement d'ouverture là-dessus. Ça te demande juste d'ouvrir les yeux. Donc c'est pas juste... ouais, il faut un génie à la passe, tu vois. Moi, je trouve que c'est un des plays qui est le plus utilisé, bien entendu. Et ce qui est marrant, c'est que, tu vois, comment ça s'appelle? On parlait de Evan Fournier, pas du tout, de Vincent Poirier, qui le faisait beaucoup avec Chacho au Real. À l'ancienne, des fois, il faisait, sur le Spanish, il faisait la feinte de venir poser l'écran et après il repartait. Et là, il le fait beaucoup à l'EFS, et je l'ai vu cette semaine, et je l'avais pas vu faire ça, parce qu'il était blessé, bien sûr. Voilà, c'était FS Kaunas où il y a eu plein de posters. Ouais. T'as Kai Jones qui met un 2 pieds 2 mains sur un petit jeune de Ah, Kaunas je crois là. que c'est ça. T'as Vincent Poirier qui met un poster sur Alley-Oop aussi sur Moses Wright. Et de l'autre côté, je crois que Moses Wright aussi. Non, je sais pas qui en met un, mais bref, c'est ce match-là où il y avait eu pas mal de posters. Donc, tu vois, et il a fait aussi sur cette action-là. Et c'est un play qui est simple, mais qui demande aussi une rigueur de timing. Parce que si tu respectes pas le bon timing, pour le défenseur, c'est facile. Si ton écran n'est pas bien posé, pour ton défenseur, c'est facile. Et du coup, tu vas pas avoir les ouvertures. Donc, oui, la réponse, elle est évidente. Ok. Mais ça demande quand même une certaine rigueur. Mais en même temps, c'est un play qui est ultra simple parce que tu peux l'adapter à tous. Donc, moi, c'est un play que j'adore. Et je trouve que, bah ouais, c'est bien, il faut en parler. C'est pour ça que c'est le play numéro 1 qui me vient en tête. Ouais, Ouais, ok. t'es pas hypé, d'accord, c'est pas grave. De quoi? T'es pas hypé, je sens que t'es Non, pas mais dedans. je veux dire, c'est une réponse simple, je trouve. Tu vois? Mais est-ce qu'il faut toujours faire compliqué? Bah non, mais quand on me demande les plays... Non, bah ok, c'est certes. Moi, c'est pas la réponse que j'ai envie de donner. La réponse que j'ai envie de donner... Enfin, il y a plusieurs réponses qui me viennent en tête, plusieurs plays qui me viennent en tête. Il y a un play que j'avais vu qui m'est resté là, comme ça, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément préparé la question. C'était un play de l'Olympiakos où il postait Thomas Walkup quand il est souvent défendu par des petits de plus petite taille. Et c'était surtout l'année dernière où il l'avait fait, et je me souviens d'un match où il avait fait genre 4 actions d'affilée. Et en gros, il poste le meneur, donc il est poste bas. T'as une remontée, t'as Vezenkov qui va poser un écran pour un shooter, donc Evan Fournier par exemple, qui va revenir à 45 côté balle. Et en fait, t'as Vezenkov qui va flasher dans le dos de la défense. Donc, ils font toujours ça. Bah, je le vois moins en tout cas cette année, Mmh. parce qu'après Walkup a été plus blessé, mais je vois moins par exemple le meneur de l'Olympiakos posté. Et du coup, bah, t'as Walkup soit qui peut aller jusqu'au cercle, t'as Vezenkov qui est exceptionnel sur les coupes dans le dos, etc. T'as un shooter, donc en fait l'écran non porteur, t'es obligé de faire un choix soit pour le shooter, soit pour trouver, soit pour le roll. Et aussi à l'opposé, en général, ils font aussi
enfin une remontée où il switch, donc t'as un mec qui est dans le backdoor, le mec dans l'aide est obligé d'être en fait le but aussi c'est d'occuper l'aide, c'est d'occuper l'aide à l'opposé pour qu'il ne puisse pas venir gêner sur la coupe de Vezenkov. Donc moi il y avait ce play là qui m'était resté en tête. Après il y a les plays, Non mais il y a plein de plays, bah tu oui, vois. il y a les plays de Baskonia pour Marcus Howard avec les doubles remontées quand il y a le double écran et qu'en fonction de comment sort le défenseur des Mais tu fois, vois par exemple il y a un play là qui Bien sûr. ça qui me vient en tête mais oui, où t'as Baskonia qui remonte etc. Et ça m'a fait plaisir parce que souvent à Baskonia, c'était tout pour Marcus Howard. Tu te souviens, il y a 2 ans, quand il y avait Cody Miller-McIntyre. Et quand il avait pas la balle, McIntyre gardait et on repartait pour un truc, etc. voilà. Et là, il y a eu une action où ils étaient tous focus sur Marcus Howard. Il a continué la curler et derrière, t'as TLC qui a eu une autre c'est remontée ça. et qui a eu un tir ouvert. Après, en effet, il y a plein de plays, mais j'ai fait plein d'analyses, franchement, sur que ce soit même les plays du Real, avec pick main à main, derrière t'as un back pick et t'as le poste 3 qui vient rouler, ou avec Gabriel Deck qui Et pose Campazzo l'écran et qui ouvre s'ouvre. directement sur ce qu'on appelle, enfin je sais plus comment ça s'appelle, les trucs un peu rapides comme ça, mais c'est pas des drag screens, mais bref. Tu vois que t'as des choses à dire. Non, il y a des choses à dire. Mais j'aurais aimé préparer un peu mieux cette question, c'est juste ça que je veux dire. J'avais qu'à préparer la question. Et après, il y a un autre truc aussi qui est pas mal et qui était beaucoup utilisé par le Paris Basket, c'est les ghost screens. Les ghost screens, notamment quand il y a déjà eu un switch, que tu as un mismatch. Par exemple, je le voyais beaucoup quand TJ Shorts attaquait sur un grand. Tu faisais un ghost screen, donc en fait, tu savais que les équipes adverses allaient re-switcher. Et donc, souvent, quand c'était Nadir Hiffi par exemple qui partait, tu avais un tir grand ouvert pour celui qui allait poser l'écran. Enfin, ghost screen, en fait, c'est tu fais semblant de poser l'écran et tu pars. Et on le voit beaucoup, même en NBA maintenant, où genre justement, les mecs ils viennent, ils mettent la main sur la hanche pour faire semblant qu'ils posent l'écran. Donc, ça déclenche le switch chez les défenseurs. Et au final, il n'y a pas d'écran, ils se barrent direct. Et voilà, pour cette question-là. Jackson Hayes le fait beaucoup avec les Lakers et Luka. Ouais, je sais pas, je regarde pas la NBA pendant la saison régulière. Il y a une autre question ? Non. Si, il y avait une autre question. Non. Est-ce que Valence était l'équipe la plus équilibrée collectivement ? Oh, mais j'ai pas envie de répondre à ça. Ok, ben Donc, moi je vais répondre. non, Oui, Valence est l'équipe la plus équilibrée collectivement. Il n'y a pas une seule individualité qui sort. Quoi Leurs arrières là, ils sortent un peu donc. Bah Ils oui, sont leurs arrières. Vas-y, dis-moi qui. Omari Moore, Ouais. Cameron Taylor, Ouais. et le troisième, j'oublie le. John Montero. le nom. John Montero. Branco Baggio aussi. Branco Baggio. Donc, Ok. oui, il y a Bah, il y a un donc équilibre. il y a un équilibre. Non, mais il y a un équilibre. Mais est-ce que c'est l'équipe la plus équilibrée Mais collectivement? regarde, t'as regardé les 3-4 derniers matchs de Valence ? Oui. Est-ce que c'est les arrières qui te restent en tête ? Non. Voilà. Matheus Costello. Costello, Oui, Rivers, mais- Rosep. et Puerto. Puerto, Pradilla. Oui. Franchement, Mais oui. c'est une équipe où tout le monde peut apporter. Je suis Alors il y a d'accord. d'autres équipes qui sont équilibrées offensivement, mais en fait, moi je trouve que Valence, il y a pas, c'est une équipe qui gagne des matchs. Ah oui, ça Et, va. et comme je l'ai déjà dit, je vois pas un mec All Euroleague first ou second team. Et c'est pour ça que je trouve que c'est l'équipe qui a le meilleur équilibre offensif parce que Mais ils ont perdu contre le Maccabi. Maccabi ils sont mais tu sais que Maccabi ils sont invaincus depuis qu'ils rejouent à Tel Aviv. Mon Suisse! Put some respect on Jalen Horde. Il a fait un bon match. L'autre est un peu gaze apparemment. Gaze, c'était dur. Mais vas-y. Put some respect on Lonnie Walker, mec. Il fait Lundberg, il a fait un bon match. Hein. Lundberg, il a fait un bon match. Un bon match. Donc voilà, oui, Valence, Oui, d'accord. voilà, il y a C'est d'autres équilibré. équipes, le Real c'est très équilibré, il y a des armes à tous les postes, mais t'as des mecs potentiels All Euroleague First Team, que ce soit Walter Tavares, que ce soit Théo Malédon, et voilà, c'est un peu toujours les mêmes, entre guillemets, avec Campazzo. Campazzo, il fait une saison quand même. Il a enfin Enfin, il a décidé d'être agressif, merci. Donc, Non, oui. tu vois, t'as des forts joueurs qui sortent un petit peu, C'est vrai. qu'on voit plus que les Abaldé, que les Deck, etc. À Valence, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de joueur de rôle. Julien, on t'écoute, c'est ton moment. Julien regarde plus. Et donc voilà, donc pour Valence, je suis d'accord. Pas sur le 5 de la semaine ? Let's C'est go! pour le 5 de la semaine. Mon petit pote, cette semaine. On a le même 5, ça y est. On a le même Non, 5. je pense pas qu'on a le même 5. T'as intérêt d'avoir ce 5 là, sinon je vais t'insulter. Non, je pense pas qu'on a le même 5. Déjà, j'ai fait une entorse à mes valeurs. Ouais, mais ça, Mais j'étais forcément, obligé. on pouvait pas mettre que des mecs qui ont gagné les 2 matchs cette semaine. Alors, Ton meneur, c'est qui ? McKinley Wright. Évidemment. 38 dévols cette semaine. Il fait 42. Et après, il fait 34 35, je crois. ou 35. Ouais. Dont sur le dernier match contre les Fesses, il fait 15 passes décisives ou 16 passes décisives. Ouais, c'est ça. Il a été fort. Hein. Il fait 21 points, 21,5 points sur la semaine, 12,5 passes, 38,5 dévals. Bonjour de basket. Bon joueur de basket. Et contre le Maccabi, il fait 42 dévals. Il perd. Il perd. Et comme tu l'as dit, contre les Fesses, il fait 15 passes. Et à la fin, en plus, c'est lui qui met tous les gros tirs. Parce qu'il est dans le 4ème quart-temps, il doit être à 6 points et finit à 17, je crois.
Donc, non. Lui et Kabengele, c'était relou. Hein. Et lui, franchement, il est en train de faire une saison individuellement aussi. Tu vois, par exemple, Dubaï, c'est une équipe qui est pas du tout équilibrée On est d'accord. collectivement. Il y a de Parce bacon. qu'il y a des mecs qui sont archi forts, que ce soit Petrousev, Kabengele, McKinley Wright, qui font des perfs de ouf, mais. Il y a de bacon. Ouais, d'accord. mais qui arrivent pas à gagner des matchs, Il quoi. y a de bacon. Ok, ensuite, Kendrick Nunn. tu vois, déjà, je l'ai pas, Kendrick. Mais oui, mais mon gars, Kendrick Nunn, il fait 2-0 cette semaine. Tu regardes les stats, tu regardes les matchs, tu dis, ouais, il a pas été ouf. Gros, il a passé 19 points normal. 19 normal, 19 et 5 rebonds. Ouais, c'est ça, 5 rebonds. Au bout d'un moment, ça y est. Je sais que c'est chiant, les gens qui sont trop réguliers. C'est 19 et 2 rebonds, hein, de 5 rebonds. Ah ouais? Ouais. Et contre le Fener, il fait 25 et pas de rebond et Et c'est 4 passes. et 4 passes, pardon. Voilà, au bout d'un moment, bon, ouais, c'est chiant, mais bon, c'est l'assurance touriste, quoi. Donc, il mérite d'être dans le 5. Logique. C'est vrai. Logique. Mais je l'ai regardé, Fener Pana. Peut-être t'as pas regardé, c'est pour ça. Bah mais si, j'ai dû regarder. 80-77 pour le Pana. Fener qui a explosé sur la fin. Mais attends, pourquoi j'ai pas regardé ce match? Il me dit rien, ce match. Mais pourtant, Kendrick Nunn, il est là. Fener Pana, si. Ah si, pas dans le 5, premier TNC, TJ rate près du cercle, Showcase quel killer. Mais c'est l'heure des grands garçons, Biberovic, Fener à main 3, Kiki, Baldwin. Ok, ouais, mais c'est Kostas Lucas qui m'avait marqué sur le Ouais, match contre mais le Fener. Kendrick Nunn, il est là en fait. Et tu vois, on voit pas. Et c'est ça les grands joueurs. C'est que tu dis, ah, il a fait un match lambda. Pfff, 25 dans tes dents. Ok. Bon, ensuite, t'as qui? Kevin Punter. Logique. Ken Deux. Punter. On en a Ken parlé, Punter, c'est bon. qui fait son match à 43 points. Mais sur la semaine, il est quand même à 32 points de moyenne, 27,5 déval. Contre Paris, il a désossé. Il a pas besoin de forcer son talent. On l'a dit dès le début de match. Deux. Il a désossé tout le monde. Ensuite, Jalen Horde, 2-0 cette semaine. Il fait un bon match. bah, j'ai regardé, mais je trouve qu'au niveau stat, il est pas assez haut pour que je les mette dans le 5. Vas-y, toi. Il fait un très bon match à plus de 20 déval, mais l'autre, il est genre à 10, un truc comme ça. Donc, Mais chef, 2 victoires, tu gagnes. Et en plus, tu fais partie des meilleurs joueurs de ton équipe. Et tu produis. Lundberg aussi, il a gagné. Pourquoi tu l'as pas mis? Parce que l'autre premier match, il est Zinda. Voilà. Ok. Et Juancho Hernan Gomez. Parce que On n'a pas du tout le même 5. Alors je c'est sais, très mais je sais marrant. vraiment qu'on a pas le même 5. J'ai mis Juancho Hernan Gomez, pourquoi? Parce que la fin de match il fait un bon premier match, mais la fin de match qu'il fait là, notamment face à Baskonia, je trouve qu'on le. Hein Oui, contre Baskonia. Pana, ils ont pas joué Baskonia, gros. Je parle du Hernan Gomez, Willy. Là, t'as dit Juancho. Ah, pardon, excusez-moi. C'est l'habitude, c'est mon chouchou, c'est pour ça. Willy Hernan Gomez. Putain, t'es gentil, hein. Non, toi, t'es trop dur. Gros, défensivement, frère. Oui, mais offensivement, il a trouvé le cul, hein. Ouais, mais. Ils ont joué que des pics sur lui. Ça Ouais, disait, viens mais faire les efforts. offensivement, il a apporté des choses. Il a apporté des points quand ça comptait. Moi, je trouve Il qu'il a a. beaucoup de lancers et tout. Moi, je trouve pas que. Il est dans mon 5 de la semaine parce que en plus je voulais à l'intérieur. Il fait une bonne semaine donc il va y être. C'est bon ou pas? Moi, je trouve que c'est n'importe Toi, quoi. t'as qui toi? Moi, j'ai Kevin Punter, ok. McKinley Wright, ok. J'ai TLC. Parce Ouais. qu'ils battent Monaco et ils font un match de fou furieux contre le Barça. Ouais. Et il a plus de 22 points de moyenne sur Ouais. la semaine, quand même. Ouais. J'ai Talen Horton-Tucker, Ouais. qui a 22,5 points sur la semaine, 5 rebonds, 23,5 déval. Ouais. Que j'aurais pu switcher avec Kendrick Nunn, je te l'accorde, parce que Voilà. Kendrick Nunn l'a Ouais. battu. Et j'ai Nicolas Milutinov, Moi j'avoue. parce que. Ouais, j'avoue. Alors, les stats sont pas ronflantes, la entre semaine guillemets. qu'il a Il fait 11 points, 7 rebonds, Non, la semaine, 24,5 déval parce qu'il rate pas. Mais. Non, la Et semaine, je veux dire un truc sur Nicolas Milutinov. On le connaît comme un très fort rebondeur offensif, mais ce qu'il apporte offensivement, même dans le jeu maintenant, on le voit être capable de prendre des petits fadeaway, poster, mettre des hooks. En fait, c'est un joueur qui, quand il souffrait un peu de la comparaison avec Mousfal dans le sens où création pour lui, et ben là je le vois faire du post-up, punir les mecs. Et bon, c'est sur ça qu'Armel Traoré se blesse par exemple en se faisant la cheville, mais voilà, il fait vraiment une saison exceptionnelle. Je suis d'accord. Et Je me et fous. l'Olympiakos, c'est quand tu vois les performances individuelles de certains mecs, tu te dis c'est bizarre qu'ils gagnent pas plus de matchs. Mais après, tu me diras, si toutes les équipes performent, faut bien qu'il y en ait qui gagnent, qu'il y en ait qui perdent. Eh oui, c'est le loi du sport. Voilà pour cette émission. J'espère que ça vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, posez-nous les questions de la semaine pour la semaine prochaine. Merci de Non, j'espère qu'à la semaine prochaine, il n'y a pas de match. J'espère. De toute façon, la semaine prochaine, je suis pas là, donc il y aura pas d'émission quoi qu'il arrive. Let's go. Et donc, on vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Double journée la semaine prochaine? Bah, peut-être. Non, mais ça joue mardi, mercredi par contre, je pense. Et voilà. Bah Banks. À la semaine prochaine. Ah non, à dans 2 semaines. Bah, Banks.